Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec William Ovette de Asphalt Paris, on dit Asphalt. Ouais. Voilà. Le domaine s'appelle Asphalt Paris, mais on dit Asphalt. Donc salut William. Salut Mathieu. Alors j'étais en train de te dire, je suis un peu traumatisé parce que Geoffroy Bragadir, qui est passé dans ce podcast, qui est l'un des fondateurs du fonds Ring, m'a dit la semaine dernière, il faut que tu arrêtes de dire est-ce que je peux te demander de te présenter, parce que la réponse à cette question est oui. Donc est-ce que tu... Non, ça marche pas, je vais pas y arriver. Tu peux te présenter. Je vais me présenter. Okay. Non, mais c'est pareil en plus, tu peux te présenter, oui. Bon, présente-toi William, bordel. Bonjour Mathieu, d'abord merci de m'inviter, vraiment ça me fait plaisir. Je suis très honoré parce que comme je te disais, j'ai écouté pas mal de tes podcasts. Je suis très touché. Hein. Et je passe derrière des gens qui m'ont vraiment impressionné, donc voilà, je suis très content d'être là. Oui, je peux me présenter, j'accepte. Salut Geoffroy, tu vas me perturber pour tous les prochains épisodes. Donc je m'appelle William, j'ai 32 ans, je suis tout nouvellement papa depuis un mois, donc très heureux. Félicitations, merci. Très heureux, un peu fatigué mais très heureux. Et par ailleurs, je suis entrepreneur et fondateur d'une marque de prêt-à-porter pour hommes qui s'appelle Asphalt, qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'ai l'impression que ça a toujours été là, moi. C'est vrai, écoute, vite, hein. C'est passé très vite, ouais. Effectivement, c'est passé vite. J'espère que c'est que le début, mais effectivement, c'est parti assez vite, donc assez fort, donc c'est chouette. On a l'impression nous aussi que ça fait plus longtemps que ça, mais ça fait que 2 ans. Et voilà. Tu l'as fondé tout seul, enfin t'es un associé? Ouais, alors en fait non, je l'ai fondé seul et pas tout à fait seul. En fait, j'avais monté moi une première marque de prêt-à-porter juste après mon école de commerce en 2011. D'accord. J'étais associé à l'époque avec un copain d'école et en fait, j'ai créé Asphalt dans la même structure juridique 4 ans plus tard. D'accord. Mais en me séparant de mon associé. Et en gardant les 2-3 employés qui étaient dans la structure et en associant du coup deux de mes employés à l'époque. Donc voilà, c'est un peu particulier, okay. Mais aujourd'hui je suis quand même plutôt solo founder. En gros. D'accord. Ouais. Donc t'avais, je reprends, t'avais créé une marque en 2011 qui marchait quand même du coup qui marchotait. Puisque t'avais des employés. Oui, il y avait, on était 4 et demi peut-être, 4 en CDI et 1 en alternance, un truc comme ça. Ouais. Et toi en parallèle, tu bossais ailleurs? Non, on était full-time là-dessus. Mais en fait, ça marchait pas extrêmement bien non plus, ça m'épanouissait pas pleinement. Et on avait fait une petite levée de fonds sur cette marque de fringues et on avait fait nos investissements post-levée de fonds qui étaient tous qui sont avérés être des mauvais investissements. Donc on allait dans le mur et j'ai pensé qu'il fallait repartir de zéro. Mon associé était moyen chaud, donc du coup on s'est séparés à l'amiable. J'ai repris ses parts, j'en ai refilé un peu à 2 de mes employés et on est reparti sur la nouvelle histoire. Mais et t'avais des fonds, tu dis Ouais, en fait c'était du love money. J'avais un peu de famille et de copains qui avaient investi. D'accord, donc on gardait leur part aussi. Et qui ont gardé leur part parce que voilà, en gros on a utilisé quand même les ressources de la boîte et les derniers euros qui restaient sur le compte pour repartir. Voilà. Okay. Il y avait un mur devant moi, j'ai fait un gros virage quoi. Bon alors on va revenir sur tout ça. Ouais. J'allais t'expliquer hors micro, mais en fait je me suis dit que je vais le faire dans le micro. Ouais. Alors j'ai une démarche en ce moment qui est de me dire y a une tendance quand tu choisis ou tu vas chercher des invités sur un podcast comme Génération Do It Yourself à regarder ce que font les autres, tu vois, ou les autres médias, ou qui peut-être est bankable, j'essaye de pas trop faire ça, mais voilà. Et en fait, du coup, ça me dérange absolument pas d'ailleurs d'avoir des gens qui sont passés sur d'autres podcasts, c'est ton cas. Et d'ailleurs, on va aussi le dire, puisque t'es passé dans l'entreprendre dans la mode, et voilà, on a été mis en relation par ce biais. Et du coup, l'idée, c'est que souvent, c'est un peu le cercle, pas vicieux, mais en tout cas de la quadrature du cercle, si tu veux, là-dessus. Et moi, je me dis, en ce moment, je vais aller chercher des gens en fonction des marques ou des entreprises que je connais et qui me plaisent.
Donc j'ai eu récemment Romain Raffard de Bergamote, que je connaissais absolument pas et qui est pas hyper exposé, peut-être un peu plus exposé, mais pas forcément encore un truc de ouf. Et en fait, je me dis tiens, il y a cette marque. Alors du coup, j'ai un biais, c'est que finalement les fleurs, c'est pas forcément, mais j'ai peut-être une marque comme Asphalt, c'est une marque de mec, principalement pour l'instant en tout cas. Ouais. Et je me dis tiens, c'est super cette marque, donc je vais voir qui il y a derrière. Donc il y a cette sorte de donc c'est un peu à la découverte de ce qu'il y a derrière dans l'arrière-boutique d'Asphalt. Donc pour ça, je suis ravi. Toi, t'es bordelais ? Non, alors je suis parisien, mais installé à Bordeaux. Je fais partie du wagon des Parisiens qui viennent envahir la ville. D'accord, très bien. Voilà. Et donc du coup, tu fais partie de ces gens qui énervent les Bordelais parce que tu fais monter le prix des loyers. Alors oui, si ce n'est que moi je suis arrivé après la première vague de Parisiens, donc je suis arrivé, les prix étaient déjà très hauts. Donc, d'accord, donc c'est pas très malin. Non. D'accord. T'es arrivé quand à Bordeaux ? Ça fait 2 ans. Très bien. Ouais. Alors, on va commencer là-dessus. Ça fait quoi de s'installer T'es né à Paris, parisien ? Ouais, vraiment grandi à Paris, famille parisienne. Moi, j'ai fait mes études en partie à Nice. D'accord. Que j'ai adoré. J'ai fait quelques stages en Allemagne et en Angleterre. J'ai adoré voyager. J'ai fait pas mal de voyages aussi par ailleurs. Et en fait, je suis revenu à Paris pour monter ma première boîte en 2011. Et après quelques années, avec ma femme, on a décidé qu'on voulait changer un peu d'air. Et il fallait pas que j'aille trop loin parce que moi j'avais quand même ma boîte à Paris, donc il fallait que je puisse faire des allers-retours. Donc voilà, on a envisagé. Au début, on envisageait plutôt capitale européenne, pas loin, donc Londres, Amsterdam, Milan. Mais en fait, on voulait du soleil. Bon, Milan c'est pas trop mal, mais Londres et Amsterdam niveau météo c'est pas ouf. Non. Et finalement, on a envisagé Bordeaux. On y a passé quelques week-ends, on a adoré et on s'est installé là-bas. Et franchement, c'est un plaisir, quoi. C'est hyper cool. C'est un changement de vie vraiment fort. Et en même temps, c'est très facile. En fait, ce qui change vraiment la vie, c'est les week-ends. C'est-à-dire que le week-end, on est constamment soit au Pays Basque, soit dans le Bordelais, soit sur le bassin d'Arcachon. En fait, on est soit dans la nature, soit au bord de la mer. Et c'est vraiment hyper agréable. Ça change. Il y a une phrase qui dit que à Bordeaux, le week-end, on se sent en vacances et la semaine, on se sent en week-end, un truc comme ça. Et c'est assez vrai, en fait. C'est-à-dire que particulièrement le côté en week-end, on se sent en vacances. Et c'est vrai que les beaux jours qui sont assez longs, d'avril à octobre, même la semaine, il y a un air un peu léger qui fait qu'on se sent presque en week-end. C'est super agréable. Ce message est sponsorisé par la Chambre de commerce et d'industrie et l'Office du tourisme. Ça va pas plaire aux Bordelais parce que... de Bordeaux. Très bien, c'est intéressant. Et alors, tu as ta boîte à Paris ? Ouais. Et tu es tout seul à Bordeaux ? Oui. Pourquoi ? Alors, il y avait la boîte déjà, mais en fait, la boîte a été montée à Paris. Ouais. Et quand on a pris la décision de changer avec ma femme, on est parti quand même un peu à l'inconnu. Enfin, on part pas non plus au bout du monde, mais on s'est dit, ça se trouve, ça va pas nous plaire. Donc, j'ai pas fait le move à ce moment-là de bouger ma boîte. Je me suis dit, au début, je vais faire des allers-retours. Et c'est ce que j'ai fait. Ça s'est très bien passé. Et puis, depuis, pour tout te dire, depuis 2 mois, j'ai pris la décision de faire venir mon équipe à Bordeaux. D'accord. Donc là, ils arrivent tous en septembre. Ok. Voilà. Non, parce que ce que j'allais dire, en fait, finalement, ça correspond, tu dis 2 ans à Bordeaux, donc ça correspond à peu près au lancement d'Asphalt. Oui, en gros, on est parti à Bordeaux en mars, Asphalt a été lancé en novembre juste avant. D'accord. Donc tout ça est un peu bizarre, mais en fait, j'ai l'impression que notre histoire est faite de pas mal de choses bizarres. J'ai l'impression aussi, ouais. On est assez un peu alambiqué. Alors, tu as monté, alors comment s'appelait Asphalt avant Asphalt ? Donc avant Asphalt, il y avait une première marque qui s'appelait 6 et 7. 6 et 7. Et qui était une marque spécialisée dans les pulls pour hommes. D'accord. Voilà, c'est une marque que donc j'ai montée avec un copain d'école à la sortie de notre école de commerce. J'avais eu cette idée de monter une marque de pulls parce que j'avais du mal à trouver des pulls. J'ai toujours aimé les fringues, j'ai toujours aimé les marques. J'ai su assez vite que je voulais monter des boîtes et du coup ça avait du sens pour moi d'essayer de monter un projet dans la mode. Mais pourquoi t'as su assez vite que tu voulais monter des boîtes ? En fait, j'ai senti assez tôt que ça me plaisait. Bon, globalement, on a quand même une famille assez entrepreneur. Ouais. Mon père montait des boîtes, ma sœur a monté son cabinet d'archi, mon petit frère a monté une boîte aussi, et ma mère est auto-entrepreneur. Donc en fait, on est 5 et je crois qu'il y a 6 boîtes dans la famille. Donc on est quand même globalement assez. Je pense qu'on a un peu ça dans les veines Et après, moi, j'ai eu un moment un peu vraiment déclencheur où j'ai lu la bio de Richard Branson qui m'a vraiment marqué. Laquelle ? Losing My Virginity ? Alors, ouais, je crois que c'était celle-là. Je les ai toutes lues parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 2, 3, je crois. Mais c'était en 2009, je crois. J'étais en stage en Allemagne et je me faisais un peu chier dans mon job. Bon gros pavé.
Ouais, un gros pavé, je mais l'ai j'aurais lu. pu en lire. Je l'ai lu, c'est fantastique. Mais tu sais que ça a changé ma vie aussi, je pense. C'est vrai Cette aide bio, elle fait partie des. Bah, Moi, je pense que je voulais avant être entrepreneur, mais je pense qu'elle fait partie des choses qui ont été aussi un élément déclencheur. Ouais. Bah moi vraiment quoi. Je l'ai fermé. Je me suis dit si ma vie peut s'approcher au maximum de celle de ce mec-là, c'est cool. Ouais, je te confirme, une petite île dans les moustiques là, c'est pas mal. Je suis d'accord que non, vie... et puis il a des potes sympas, Barack Obama et tout. Je suis d'accord. Il s'est pas trop mal démerdé, Richard. Ouais. Je l'invite bien, mais il parle pas français. Mais sinon, je pense Non, et puis surtout, chose importante, maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment de loin celui qui m'inspire le plus parce que il donne l'impression d'avoir aussi profité de la vie et de pas avoir merdé sa vie, alors que pas mal de grands entrepreneurs, je pense, ont un peu merdé leur vie perso. Donc, par des sacrifices et on reviendra un peu là-dessus. Alors, c'est une thématique intéressante. Du coup, vous créez 6 et 7 en 2011. Ouais. Donc sortie d'école. C'est comment tu crées une boîte sortie d'école tu venais à SARL, ouais, c'est ça. Tu te mets à 55 ans. Ouais, tu te mets. Alors, on avait fait un truc. On nous avait conseillé de faire 49-49 et de filer 1% à nos pairs, donc on l'avait fait. Sans trop savoir pourquoi comment, mais bon, ça n'a jamais vraiment posé problème. Surtout qu'a priori, tu n'auras pas le père de l'un qui se mettra contre l'autre. Non, mais bon, voilà, c'était pour la forme, quoi. Ouais, d'accord. On avait fait une SAS, je crois, quand même. Et on savait rien, on savait pas faire grand chose, on avait vraiment aucune expérience contact dans la mode, donc on est parti avec cette idée simple de faire un joli pull pour homme, de bonne qualité, vendu pas trop cher, et avec tout de suite une approche de dire on va faire un branding un peu transparent, un peu sympa. C'était quand même le début, 2011, l'e-commerce commence à être présent, même si c'est beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Donc du coup, les marques un peu orientées branding e-commerce commencent à exister un petit peu. Et voilà, et on se lance. En gros, on dessine avec la sœur de mon ex-associé. On dessine une première collection de pulls très simple. On trouve un fabricant en Italie sur Google. Après pas mal de rencontres, on commence à travailler avec ce mec-là qui est installé à côté de Venise, qui nous apprend un petit peu à faire des pulls. On achète. En Italie. Donc, tu le trouves comment sur Google, tu dis, mais en fait tu vas quand même le voir. Alors il se trouve que lui, ça s'est fait. Alors on a galéré pendant des mois et des mois, on savait pas trop comment s'y prendre. Il y avait des sites, il y a un site qui s'appelle Europage, je crois de mémoire, qui référence tous les fournisseurs en Europe et pas que en textile. Donc du coup tu te retrouves avec une base de données qui est juste illisible. Ouais. Donc on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Puis finalement sur Google et là effectivement lui ça s'est fait hyper naturellement. On l'a trouvé sur Google, on lui a envoyé un mail. Le lendemain il passait à Paris et il est venu et il se trouve qu'il avait des samples de marques qu'on connaissait, qui étaient des marques quali, des marques parisiennes, des jeunes créateurs. Alignement des étoiles. Ouais, voilà, on se dit, ok, si le mec il travaille avec des jeunes français, du haut de gamme et tout, c'est rassurant. On va le voir 2 semaines après à Venise et puis finalement on commence à bosser ensemble. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc il vous produit. Il nous produit, donc au début, on achète 1000 pulls. 1000 pulls. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, ça te coûte combien l'achat de 1000 pulls? C'était donc une première collection printemps-été, ce qui était pas parfait en timing pour une marque de pulls. Mais bon, c'était soit ça, soit on décalait encore le lancement. Initialement, on avait voulu lancer une saison avant, mais on n'avait pas pu. Donc on se lance, c'était un pull dans un très beau coton égyptien, mais c'était un pull assez simple, donc ça valait 25 balles, mais quand même 25 000 € de pull, quoi. Ouais. D'accord. Et donc tu les achètes 25, c'est comme dans le commerce traditionnel, c'est 2 fois et demi le prix pour la vente à peu près, tu les vends. Alors à l'époque, donc on part sur l'idée de faire du wholesale, donc de vendre à des boutiques multimarques, de faire aussi du web et aussi un jour peut-être du retail, donc avoir un réseau perso. Mais donc le fait de partir avec le wholesale en tête, on s'oblige à faire un minimum de... tout le monde nous dit qu'il faut faire au moins x5 parce que ta distribution intermédiaire prend la moitié. Finale, Voilà. Et nous on démarche, je crois qu'on devait être à x4, donc on devait le vendre 100 balles, tu vois. Ok. Et donc un potentiel de 100 000 € de chiffre d'affaires sur 25 000 € d'achat. Et potentiel non atteint. Oui, souvent, comme souvent le cas. Tout en avoir eu 8. non. Un peu plus, heureusement. Mais... Et du coup, l'idée, c'est que tu les vends en wholesale. Hein, donc, pour reprendre le terme, c'est tu le vends à des boutiques, des indépendants principalement. Ouais, alors au début, on se dit qu'on va faire un lancement, nous, pour vendre un peu à notre réseau et tout. C'est ce qu'on fait. Ça se passe plutôt bien. Le premier week-end, on en vend 200, je crois, de mémoire. Donc, ça se passe bien. Bon, par internet? Non, alors ça c'était dans un lieu physique qu'on avait eu l'opportunité d'avoir parce que c'était l'ancienne galerie d'antiquité du père de mon associé. D'accord. Qui nous avait prêté sa galerie pour le lancement. Ça avait plutôt bien fonctionné. Bon, pas mal de potes avaient été sympas de nous en acheter parce qu'ils avaient pas franchement envie. Mais quand même, il y avait eu le soutien. Et non, ça avait pas trop mal marché. Et derrière, on essaye de les vendre à des boutiques multimarques. On galère un peu, on en vend quelques dizaines comme ça. On avait ouvert le e-shop, on en vend quelques dizaines comme ça.
Voilà, ça démarre pas fort, mais c'est pas non plus la cata, donc on continue. Et alors, tu continues, vous êtes tous les deux full-time, vous n'avez pas encore d'employés? Non. Et c'est quoi, du coup, continuer? Ça veut dire qu'il t'en reste, je sais pas, sur 1000, il t'en reste 500 ou... Non, parce qu'à la fin, on déstocke, donc on trouve un moyen de les revendre. Non, il devait nous en rester peut-être, je sais pas, 100, 150 à la fin. Mais en gros, l'idée, c'était... dès le début, l'idée, c'était de dire on va construire la marque référente en pull pour hommes. Et puis peut-être qu'on fera la femme derrière, mais on trouvait qu'il n'y avait pas forcément de référent dans les pulls. Il y avait souvent, les mecs savaient souvent où est-ce qu'ils allaient acheter leurs jeans, leurs baskets, leurs chaussures de ville. Et en pull, ils allaient un peu choper à droite à gauche. Donc on s'est dit, donc je reprends là-dessus, mais soit t'es Diesel ou Levi's pour un jean, ou Lee ou je sais pas quoi, soit et tu vois, en pull, voilà. t'avais Bombard, mais qui était très connoté cachemire. Ouais. Et nous, on s'est dit, on va faire une marque de pull où t'auras de la laine, du cachemire, du coton, du lin, de la soie. Enfin, tu vois. T'as eu des gros retours de Saint-James, on dit depuis. Hein, exactement. Mais à l'époque, c'était un peu. Après, t'as des marques comme Uniqlo qui sont connues pour. Mais cachemire aussi, ou des choses comme ça, peut-être moins haut de gamme. Plus généraliste. Et là, on se dit, OK, on va faire un référent. Tu vois, avec on va s'appuyer sur un savoir-faire. Cet Italien qui avait ce savoir-faire de la maille. T'aurais pu appeler ça le pull français, si ça avait été français. J'aurais pu appeler ça le pull français. Ou le pull italien. Mais... et juste revenir sur un point, le déstockage. Ouais. Pour comprendre, sachant que c'est un univers auquel je suis pas familier du tout. Comment ça marche? Tu revends à qui? À combien? Alors à l'époque, on avait trouvé un site allemand qui s'appelait MyFab ou Fab. Ah. Tu sais, un site qui avait fait un énorme boom survalorisé et boum, ils ont créé un mur énorme. Et alors nous, on les a chopés au moment où ils étaient en pleine expansion. On a fait une vente avec eux et ils ont vendu, je crois, 300 pulls en un week-end. D'accord. Donc tu vois, nous, on avait dû réussir à en vendre par les canaux un peu sains, on va dire, du début, peut-être 400. D'accord. Et il en restait 600, on en vend 300 grâce à MyFab, où là, pour le coup, c'était pas du déstockage agressif, c'était peut-être 20% ou 30% de réduction, donc c'était correct. Et derrière, il nous en reste quand même quelques centaines qu'on revend, il me semble, sur Bazar Chic ou un truc comme ça, c'est genre vente privée, mais sauf que vente privée, on avait trop petit volume. Et Bazar Chic, mais du coup, tu les revends. Parti au Figaro, je crois. Et tu les revends que dalle, quoi. En fait, tu les revends limite à perte, les pulls. Mais il vaut mieux les revendre à perte que de les garder, qui t'ait coûté 25 balles pièce, quoi. Exactement. D'accord. Et c'est le modèle là-dessus, des ventes privées au Bazar Chic. L'idée, c'est que tu gagnes pas vraiment d'argent, c'est vraiment toujours du déstockage. Tu fais de la notoriété. Alors après, oui, c'est plutôt du déstockage. Initialement, c'est vraiment déstockage et en même temps, ça te permet d'acquérir des nouveaux clients. A priori, c'est pas un business model, sauf que il y a plein de marques qui en ont fait un business model. Et ventes privées, je pense eux-mêmes d'ailleurs, ont créé des marques pour en faire un business model. Donc il y a des marques qui font beaucoup de marge et qui peuvent se permettre de, même en déstockant à 50%, continuer de gagner de l'argent. Et alors le mythe dit que, peut-être toi qui es un professionnel du secteur, le mythe dit que certaines marques, je pense à... je sais pas si je peux les citer d'ailleurs, peut-être. Attention, tu vas avoir des problèmes. Mais des marques de polo et de chemise, des marques de, enfin pas françaises d'ailleurs, mais non, produisent exprès des produits moins quali pour c'est vrai ça, tu crois? Écoute, j'ai pas beaucoup plus d'informations que quelqu'un qui regarde un reportage sur Capital et qui voit les trucs, mais oui, il semblerait que quand même ça soit des choses qui aient déjà été faites. D'accord. Bien sûr. Et très bien, vous étiez pas dans ce modèle de vous dire non, essayer de profiter de ces plateformes, l'attraction qu'il y a. Nous, à vrai dire, c'était vraiment l'idée au contraire de faire un produit bien positionné en prix, donc pas avec des marges excessives. Et si tu veux, la vente privée qu'on a fait au début là sur Bazar Chic, je crois qu'on en a jamais refait depuis, parce qu'en fait on l'a fait, c'était un cas tu vois, un cas d'urgence, quoi. Il fallait juste qu'on rende du cash pour. Aujourd'hui, t'es un peu à l'opposé de ce modèle économique. Et aujourd'hui, on est complètement à l'opposé. On va y venir, mais exactement. D'accord. Alors du coup, vous êtes aujourd'hui vous êtes à ce moment-là sur la deuxième collection. Vous en faites combien de collections jusqu'à donc Asphalt il y a 2 ans? Écoute, on fait 5 ans quand même. On fait quand même 6 et 7 solo, ça dure peut-être 4 ans et demi, un truc comme ça, D'accord. Quelque chose. Donc on fait pas mal de collections, tu vois, on fait une dizaine de collections. Donc on étoffe la gamme, au début on fait 2 modèles de pulls, chacun décliné en 6 couleurs, et puis on finit avec une collection de pulls assez large avec 3-4 matières, avec peut-être 10 formes différentes, chacune déclinée en 4-5 couleurs. On a fait rentrer un styliste assez vite dans l'histoire, Antonin, qui est encore aujourd'hui avec moi et qui est le styliste d'Asphalt. Donc lui, il était vraiment spécialisé dans la maille et on le fait rentrer pour qu'il nous développe des points de tricot pour qu'on ait une vraie spécificité dans le style. Donc on avait, tu vois, des mélanges de couleurs, des reliefs assez particuliers. Donc on rend la collection un peu plus créative. Et voilà, on fait avancer le business, on développe, on arrive à 40 points de vente multimarques, un e-shop qui commence à tourner, qui fait
peut-être, je sais pas, 100 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est pas énorme, mais ça tourne. Et en fait, on a une première boutique qu'on ouvre par une super opportunité, cette fameuse galerie d'antiquités dont je te parlais au début, on a fait le lancement. En fait, le père de mon associé veut la céder, donc on lui reprend. Et en fait, c'est un bureau boutique qui tourne bien. Et là, on se dit, ok, bon, on est mal placé, c'est dans le 16e, on est dans une rue vraiment paumée. On se dit, on va faire une petite levée de fonds pour ouvrir une boutique dans le Marais et on va démarrer, on va faire un déploiement retail, on va ouvrir une boutique tous les 6 mois et c'est parti, quoi. D'accord. Et en fait, on ouvre, donc on lève à l'époque 500 000 euros en love money. On ouvre la boutique dans le Marais et on prend un mur monumental. Ça marche pas du tout, ça marche moins bien que dans la rue perdue du 16e. Alors que évidemment c'est plus cher et tout. Et en plus de ça, les attentats de novembre 2015 arrivent. Donc là, on est en mode, on fait des samedis à 0 € de chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est un peu violent. Ouais, donc là, la grosse déconvenue quand même. Ouais. Ouais, c'est quand même, alors, j'imagine assez dur parce que t'es plein de rêves et plein de choses et puis tu prends une grosse claque dans la gueule, quoi. Ouais, là, celle-là, elle est assez violente. Et donc très rapidement après la levée de fonds, tu vois, on clôture la levée de fonds en août, on ouvre la boutique en septembre. Et en décembre, je suis en train de me dire, il faut qu'on reparte de zéro, quoi. Donc, j'en parle à mon associé qui est moyen chaud et je pense là, on est en 2000, donc c'est 2015. Là, c'est fin 2015, début 2016. D'accord. Et je pense que du coup, en janvier ou février 2016, on dit à nos investisseurs qui ont investi 6 mois plus tôt, on leur dit, bah écoutez, en fait, on était 2 sur une marque qui était 6 et 7. Maintenant, on sera plus que 1 puisque Louis sort sur 2 marques parce que moi, je vais créer une deuxième marque. Donc là, c'est un peu la pagaille. On vous a fait rentrer pour ouvrir une boutique puis je vais la fermer, j'imagine, non? Non, ouais. Fermé? Oui, bah depuis, on l'a fermé. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, en fait, voilà. Et puis, en fait, on repart de zéro. Et donc, ils sont pas contents? Bah, en fait, il se trouve qu'il y a quand même pas mal de familles et d'amis dans le lot, donc eux soutiennent. Mais dont famille de ton côté? Des deux côtés. Okay. Mais des deux côtés, en fait, ça se passe très bien avec mon associé, on se sépare à l'amiable, donc même sa famille et ses amis qui avaient investi, eux, pour le coup, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ils sont restés? Ouais, ils sont restés. En revanche, on a 3 gars qui étaient des potes de potes qui avaient investi et qu'eux, ils sont pas contents du tout, et on se met d'accord et ils sortent. D'accord. Et alors, du coup, toi, tu rachètes? Ouais, alors c'est un peu compliqué aussi. Moi, j'ai pas d'argent à ce moment-là, donc en fait, on fait une sorte de montage avec un autre associé qui rachète les parts de mon associé, mais j'ai un deal avec lui, j'ai 1 an pour lui reprendre à cette valeur-là. D'accord. Et enfin voilà, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est les dessous du business qui sont intéressants. Ouais. Et tu lui as repris, du coup? Et finalement, je lui ai repris, ouais, une fois que j'avais plus de visibilité sur le fait que, une fois qu'Asphalt était lancé. Ça coûte un peu d'argent, du coup, quand même, là. Alors, ça valait pas grand chose, mais oui, quand même. Mais ça valait pas grand chose parce que vraiment, on allait dans le mur, quoi. C'était, on avait brûlé en 4 mois ou 5 mois tout le cash qu'on avait levé parce qu'on avait mis quasiment tout dans la boutique et 2-3 embauches. Aucun des investissements ne paye. On a 3 mois de cash dans la boîte ou peut-être un peu plus et c'est compliqué d'aller lever des fonds dans ces conditions, quoi. Elles sont âpres un peu les négos quand même ou ça... Non, franchement, c'est pas âpre, c'est un peu long parce qu'il faut trouver mais c'est pas âpre. Non. Et donc ton ancien associé qui s'appelle Louis Tillier. Que t'embrasses et que tu vois encore. Ouais, on se voit. En fait, on est vraiment dans la même bande de potes d'école de commerce, donc on se voit. Ouais, pas assez, mais on se voit. D'accord. Et du coup, c'est assez intéressant. Tu aurais pu, à la fois pour tes actionnaires, c'est très honnête de ta part. Je veux dire, tu aurais presque pu planter la boîte puis te dire, je recommence à zéro, je fais autre chose. Ouais, j'aurais pu, mais bon, la famille, les copains, je me dis, ouais. Et c'est un instinct de survie, quoi. Je me dis, c'est trop con. Puis, tu vois, planter la boîte, est-ce que j'aurais la force de remonter une derrière? Je sais pas. Là, j'ai quand même. J'ai une idée, j'ai un styliste qui est très bien, j'ai un mec en web marketing qui est très bien. Je me dis qu'il y a moyen de faire un truc et qu'il vaut mieux essayer de sauver la baraque, quoi. Et c'est pas facile parce que là où je trouve ça assez courageux, tu vois, on a eu j'ai eu dans ce podcast des gens qui ont quitté des jobs, des très belles situations ou des gens qui avaient pas le choix. Tu vois, souvent c'est un peu l'idée. Là, t'es plus dans une situation où t'as peut-être pas trop le choix et à la fois t'as quand même une marque avec beaucoup d'affect. Je veux dire. Quitter un boulot pour aller créer une marque, c'est quand même une aventure, t'as une forme d'excitation, etc. Là, alors tu l'as pas tué l'autre marque? Alors au début je la tue pas. Ouais. Je me dis que je vais mener les 2 de front. Ouais. Et de toute façon j'ai besoin de la première parce que la première comme elle est lancée, elle a quand même du cash qui rentre tous les mois. Donc je me dis qu'en fait je vais pas travailler dessus, je vais laisser le cash rentrer en faisant le minimum syndical et en revanche je vais mettre du temps sur la nouvelle, quoi. Et au bout d'un moment, la nouvelle dépasse très vite l'ancienne, et donc je tue l'ancienne. Et donc j'imagine que c'est de facto
l'ADN d'Asphalt qui fait que tu pouvais pas reprendre 6 et 7 pour faire Asphalt, parce qu'en fait Asphalt est un concept totalement différent, c'est complètement, ça? Ouais, on repart vraiment d'une feuille blanche. Tu pouvais pas fonctionner avec des revendeurs, tu pouvais pas fonctionner avec non, c'était vraiment je pense qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, en fait l'idée et le business d'Asphalt, il est en réaction par rapport à ces premières années où je suis dans un modèle très traditionnel qui en fait marche un peu sur la tête selon moi à ce moment-là. Et je me dis, il faut faire les choses différemment, tu vois. C'est trop con d'avoir un produit de bonne qualité, d'être obligé de le revendre aussi cher sous prétexte que tu as des intermédiaires. D'autant plus que le web commençait à ce moment-là vraiment à fonctionner. Il y avait des marques qui fonctionnaient très bien en full web, et je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ça l'avenir. Et c'est là où tu as cette idée quand même. Alors, je vous le dis à tous, hein, je suppute, parce que je ne connais pas toute la backstory, mais ce que je trouve absolument génial dans ce modèle d'Asphalt, donc si vous ne le connaissez pas, c'est quand même principalement de la précommande, hein, sur un produit unique. Alors, il y en a de plus en plus, mais l'idée, c'est de dire, tiens, je vous propose tel produit, vous le précommandez ou pas, c'est très bien marketé. Et donc, en termes de trésor, c'est juste absolument fantastique, parce que t'es cash flow positif, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire que tes clients achètent avant que toi tu te fournisses. Ça n'existe pas trop dans la mode, en fait. Enfin, je veux dire, et c'est des trucs où sur Internet, il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu pas mal de, tu vois, même finalement un groupon à l'origine, c'était de dire, on se met tous ensemble, on se groupe, on achète. Je vais aller voir un fournisseur, je vais dire à tel fournisseur, bah attends, j'ai 500 000 euros pour t'acheter 700 000 euros de produits, mais je te les paye tout de suite. Est-ce que t'es chaud? Et toi, t'as eu, donc c'était ça ton concept à l'origine? Avec un peu, évidemment, côté design, mode, marque. Ouais, le concept de précommande, il est dès le début dans l'idée d'Asphalt. Effectivement, il vient parce qu'on est dans la recherche d'un modèle extrêmement rationnel, parce que justement, on a envie de vendre un produit de très bonne qualité à un prix très correct, et qu'on sait qu'il va falloir on fasse différemment, quoi. Et en fait, cette idée de précommande, elle vient parce qu'on l'a eu quand on avait 6 et 7, on développait nos collections 6 mois à l'avance parce qu'il fallait les présenter au magasin multimarque. Donc tu vois, quand en janvier tu présentes ta collection, tu la vends à des boutiques et tu vas livrer les gens en septembre de l'année prochaine. Et en fait, à un moment, on se dit, pourquoi pas proposer à nos copains d'acheter en même temps que les revendeurs, donc 6 mois avant, et de leur donner 50% de réduction, c'est-à-dire le même prix que les revendeurs. Et en fait, on fait ça, on fait un catalogue, on passe à des copains, et en fait, ils adorent, et ils disent, ah non, mais il n'y a pas de problème, moi je peux attendre. Ils sont contents de payer 2 fois moins cher, et nous, ça nous permet d'avoir le cash tout de suite, de financer un peu la prod, et de pas se retrouver comme on avait eu des saisons avant, où en fait, tous mes copains achetaient, on leur faisait 50% de réduction pour être sympa, et ils achetaient tous le même modèle après, et du coup, ils nous tuaient le stock du meilleur modèle, tu vois. Ah ouais, oui, parce que c'est aussi l'autre côté. Alors ça, tu le faisais, juste pour repréciser, tu le faisais sur 6 et 7. Alors ça, je le faisais, mais complètement off. Enfin, c'était pas public, tu vois, c'était un truc que je faisais. Mais c'est là où l'idée a germé un peu. C'est là où l'idée a germé, ouais. Et en effet, ça, c'était un des trucs quand je t'entendais tout à l'heure dire j'avais 6-7 modèles, 8 couleurs, je sais pas combien, etc. En fait, c'est là la merde dans ces trucs-là. C'est qu'en fait, souvent, t'as quand même un truc qui cartonne, tu t'y attends pas toujours tant, et puis ton pull noir, il se vend beaucoup plus que ton pull fuchsia. Et du coup, à la fin, tu te retrouves toujours collé avec des pulls cacadois, non, je sais pas si c'est cette couleur, non, mais tu vois, avec des pulls d'une couleur un peu où t'as fait un pari, et en fait, tu t'es complètement foiré, quoi. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi qu'effectivement, dans un modèle wholesale, tu travailles un peu pour ton wholesale. C'est-à-dire que tes revendeurs, quand tu es sur un salon et que tu présentes ta collection, si tu as un pull bleu marine et une chemise blanche, ça va intéresser personne. Il faut que tu aies une collection. Donc nous, en fait, on est une marque de pulls. Quand on arrive sur les salons, il faut qu'on ait au moins 40-50 références, une palette de couleurs, sinon les mecs ne regardent même pas. Ouais. Donc en fait, tu te retrouves à développer des modèles, non pas pour le client final, mais pour attirer l'œil des revendeurs. Et en fait, c'est fucked up. Donc là, on est complètement dans l'inverse. On se dit, en fait, notre client, il a besoin de 4 couleurs, il a pas besoin de 12 pulls différents, il a besoin d'un bon col rond. Donc on va lui faire le meilleur col rond de son placard, quoi. Et c'est tout. On va pas aller chercher plus loin. Et en fait, on en vend beaucoup plus en volume aujourd'hui sur un modèle qu'on en faisait sur 50 références avant, quoi.
Ça, c'est vraiment absolument fantastique parce que ça coche quand même beaucoup de cases. Quand ça marche, en tout cas. Alors, j'imagine qu'il y en a peut-être eu d'autres ou peut-être ailleurs, mais toi, tu lances ça donc en 2017 ? La première vente fin 2016, novembre 2016. Ça fait un peu plus de 2 ans, quoi. Et donc, tu crées Asphalt. Déjà, c'est un beau nom, une belle marque. Merci, on a galéré à trouver le nom. Ouais. Et t'as pas le .com, alors il faut Asphalt-Paris. Ouais, alors on a Asphalt-Paris, et puis comme là on bouge à Bordeaux, je sais pas ce qu'on va faire. Asphalt-Bordeaux. Ouais, surtout que c'est pas mal Paris, il faut le garder un peu dans la. Ouais, alors après, effectivement, on l'a jamais mis sous le logo. Tu sais, beaucoup de marques de vêtements mettent du coup le Paris sous le logo. Nous, on l'a jamais mis. En fait, au début, on voulait pas le mettre, le Paris. C'est juste qu'on n'avait pas le .com, pas le .fr, on n'avait pas grand chose, donc on s'est dit, bon, allez, on met Paris. On aurait peut-être pu trouver autre chose, mais... Et le .com, il est pris par quelqu'un qui l'utilise ou je sais même pas. Non, honnêtement, très bien. Je sais bien acheter des noms de domaine, si tu veux. Et là, vous lancez donc novembre 2016. Ouais. Ton premier produit, c'est quoi ? Ça s'appelle le pull parfait. D'accord, je m'en souviens, je crois. Hein. Bah, en fait, on part de, justement, donc l'idée, c'est de dire, nous, on veut faire un vestiaire, on part d'une feuille blanche, en fait. On repart d'une feuille blanche, on se dit, arrêtons de penser à 6 et 7, on repart d'une feuille blanche, on sait faire des vêtements, on adore faire des vêtements, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, on s'est dit, nous, on a envie d'habiller nos copains et de nous habiller nous-mêmes. C'est vrai que ce qui me frustrait énormément, c'est qu'on faisait des très beaux pulls avec 6 et 7, mais qu'on les vendait très cher, et que du coup, moi, mes potes, ils les achetaient à moins 50%, mais jamais plein pot, et moi, je les aurais jamais achetés plein pot. C'était quoi très cher, du coup c'était, tu vois, les beaux pulls, ils étaient entre 200 et 300 balles, parce que moi, je considère cher, tu vois. Alors, tous les acheteurs te diront, c'est pas cher. Regarde, par rapport à Isabelle Marant, même Paul Smith, c'est pas cher, mais par rapport à un client que j'ai moi identifié, c'est très cher, quoi. Ouais. Donc du coup, on part de ces réflexions-là, on en discute avec des copains, puis plus on en discute avec des copains, plus on se dit putain, mais en fait, il faut qu'on parle à des gars, quoi. Faut qu'on parle à notre client et on va inverser le process. On va pas se dire on va faire des pulls qui nous plaisent, on va se dire on va faire une marque pour nos potes et on va se mettre au service de nos potes. Donc on va les écouter, on a fait des questionnaires et en faisant des questionnaires, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'inputs sur comment les mecs aiment consommer, ce qu'ils cherchent dans les fringues. Et là, on s'est dit bah ces questionnaires, pourquoi pas même les appliquer produit par produit. Dire voilà, on veut faire un super pull, les gars. Dites-nous comment le faire. Est-ce que c'est un col rond? Est-ce que c'est un col V? Est-ce que c'est en laine? Est-ce que c'est en cachemire? Donc on a fait un questionnaire et on s'est dit on va essayer de faire le pull parfait, aidez-nous à le faire, quoi. Donc c'est comme ça que ça a démarré. On a fait et donc ce questionnaire, on le balance sur une page Facebook. On récupère plusieurs milliers de réponses. Les gens sont hyper chauds, nous disent ah putain c'est top, c'est génial et tout. On explique tout de suite le concept de dire voilà on va le développer avec vous, on va vous montrer comment on le fait et derrière on le vendra en direct, donc moins cher que dans un réseau traditionnel. Et on le vend sur Ulule, plateforme de crowdfunding. D'accord. Et on fait la vente, fin octobre, novembre 2016. Et ça part tout de suite. De mémoire, c'était livré en mars, non? C'était pas ça? Alors, les premiers étaient livrés avant Noël, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ah, d'accord. Okay. Il y en avait peut-être 300. On n'avait aucune idée des volumes qu'on allait faire. Donc, tu vois, on s'était dit, bon, allez, peut-être que si on a 300, on arrivera à les livrer en Noël. Et finalement, on a vendu 2500. Donc, du coup, les derniers ont été livrés un peu tard. Et ouais, 2500, la vache. Du coup, c'est pas mal parce que t'es sur un pull qui est vendu combien? 100 balles, 99. Ouais, donc t'es vraiment sur un 250 000 solide de chiffre d'affaires. Le premier mois. D'accord. Ouais, le concept, tout de suite, il prend une autre ampleur. Ouais, ça prend tout de suite. Après, c'est un Ulule. Des marques qui font une bonne campagne de crowdfunding, il y en a quand même pas mal. C'est très traditionnel. Et nous derrière, l'idée qu'on a, elle est assez originale et pas grand monde l'a faite parce que l'idée c'est de reproduire ce même modèle économique mais sur nos sites à nous. Donc de continuer de faire de la précommande mais sur nos sites et ça pour le coup on n'a pas vachement de référents, quoi. Tu dois transférer le Ulule en effet. Voilà, donc on reprend un peu les codes. Tu donnes combien à Ulule sur 250 000? Je crois qu'ils prennent 8% de base et quand tu fais un bon score ils prennent un peu moins, donc on a filé peut-être 7%. D'accord. Très bien. Et là-dessus, c'est pareil, ton prod, il te coûte à peu près 25 euros ou enfin. Non, là, ça me coûte plus cher. D'accord. Non, là, sur mon premier pull, honnêtement, je gagne quasiment pas d'argent. D'accord. Mais en fait, je suis cash flow positif et je chope mes premiers clients. Ouais, c'est de l'acquisition. Et je démarre mon truc et je valide le concept, le positionnement, et voilà. Ouais. Alors pour revenir un peu juste avant ce coup quand même qui est le pull parfait, le coup parfait, on a l'impression, enfin c'est assez chouette pour un lancement, mais après quelques années, pas de galère, mais en tout cas de travail acharné sur une autre marque, et aussi vraiment on va dire le courage de reprendre autre chose et de se lancer.
tu réaménages, tu dis ton capital, sans rentrer forcément dans un détail exact. Donc ton associé sort, tu as des actionnaires qui restent, et tes employés de l'époque, tu les impliques, comment ça se passe? Il y en a deux à qui je file il y en a deux que j'associe. D'accord. Et ils ont des parts au capital et ils ont un plan de vesting sur 5 ans, donc ils gagnent un peu de points chaque année. En BSPCE ou quelque chose comme ça? Alors eux, c'est des actions gratuites. D'accord. Et depuis, tous mes nouveaux employés ont des BSPCE aussi vestés sur plusieurs années. D'accord, donc en fait BSPCE c'est des actions pas forcément gratuites, donc des actions que tu achètes, je pense que c'est pour tout le monde. Et vesting, donc le fait de vester, ça veut dire que t'as pas le droit de les vendre avant X. Alors ça veut dire aussi que tu les gagnes. Tu les gagnes au fur et à mesure. Plus tu restes, plus t'en prends. Et au total, les employés, ou c'est combien à peu près du capital? C'est une question qui m'intéresse en ce moment. Alors les deux qui sont associés, c'est confidentiel. Après en BSPCE, ma première poche, elle était de 5%, je crois. Ouais. Et on l'a déjà tapé avec 10 CDI. Donc là, on va en rouvrir une deuxième. D'accord, qui sera peut-être moins conséquente. Oui, souvent, c'est le cas. Ça diminue après. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été généreux sur les BSPCE au début et je suis très content de l'avoir fait et je vais continuer de l'être, mais à moindre échelle, parce qu'il y a un moment où... la valeur augmente aussi. Voilà, la valeur augmente et puis on sait jamais si à un moment il faut ouvrir le capital pour développer l'activité. Enfin voilà, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quand ta boîte vaut 1 million, que tu donnes 5%, ça veut dire que tu distribues quand même quelque chose qui vaut à peu près 50 000 euros. Puis la boîte après vaut 3 millions ou 10 millions, et puis tes 50 000 se sont transformés en 500, donc tous ceux qui ont touché 50 000 sont contents. Et donc après, tu peux pas redonner à chaque fois 5%, parce que si Facebook donnait 5% de sa valeur aujourd'hui à ses employés, ça serait tout le monde se battrait pour aller travailler gratuitement chez Facebook. D'accord. Et donc tout ça, tu mets ça en place. Est-ce que ça a un effet, tu crois, sur déjà les deux premiers et ensuite sur le... Ouais, les deux premiers, je pense. Oui, les deux premiers, je pense. Honnêtement, je vais te dire, je pense pas tant que ça. C'était tellement, il y avait tellement de plaisir à travailler ensemble et tout que je pense pas tant que ça, mais quand même, à mon avis, forcément, oui. Je pense que je t'avoue que je crois que je leur ai jamais vraiment posé la question, mais je pense qu'ils sont forcément plus impliqués. Ouais, c'est quand même mes associés. Ils sont minoritaires, mais c'est quand même mes associés, donc ils ont un statut particulier par rapport aux autres employés aussi. Donc ouais, je pense que ça a de l'importance. Et pour le coup, les BSPCE pour les employés, je pense que c'est pareil. Hein, globalement, ça concrétise l'idée qu'on est dans une start-up et qu'on crée de la valeur tous ensemble. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est une petite quinzaine, mais on est moins de 10 CDI, je crois. Et c'est drôle parce que du coup, tu as quand même une partie de la famille de ton ancien associé qui est associé chez toi, alors que lui ne l'est plus et qui finalement est assez contente, j'imagine, de l'être. Enfin, au final, ça va se retourner normalement dans le bon sens pour mes investisseurs initiaux. Ouais, trop bien, c'est hyper intéressant. Donc d'accord, le pull parfait. Donc on est là il y a 2 ans. Tu mets combien de temps à peu près à livrer tout, du coup? On livre les derniers en mars, quoi. Donc tu vois, on met 4 mois, quoi. Après l'hiver. Sympa. Oui, mais bon, en détail. Non, ça c'est chiant, évidemment. Les gens sont contents quand même. Alors on se dit putain, ça va être un peu chaud. En fait, on communique, on dit de toute façon, au moment de l'achat, il y avait déjà la date aussi, tu peux dire, ça se dit. Il y avait déjà la date, tu vois. C'était pas une surprise, mais bon, quand même, on se dit c'est pas ouf. Et finalement, il y en a quasiment aucun qui annule la commande. D'accord. Et on livre tout le monde et ils sont contents parce que c'est un pull col rond qui est assez solide, donc il tient plus chaud qu'un petit pull tout fin, mais en réalité tu peux le porter quasiment toute l'année. Tu vois, un soir d'été tu peux le sortir, y a pas de problème. Donc ils sont très contents, tous. Et ils sont contents d'avoir participé au début du truc, quoi. Et alors aujourd'hui j'ai l'impression que sur Asphalt tu as donc les gens qui précommandent, qui financent, on va dire, une commande qui est plus grosse que la précommande. Donc tu vends aussi en boutique une partie des vêtements. Alors non, on vend pas du tout en boutique. Non, pas en boutique, pardon, en boutique virtuelle, mais il y a sur stock. C'est-à-dire que mettons que tu vends 2500 pulls aujourd'hui, tu vas en commander 3000 et tu vends les 500 de plus cher, c'est ça? Exactement. Ça, c'est depuis le début, on fait ça. C'est-à-dire que t'as un prix précommande et t'as un prix sur stock qui est environ 30% plus haut.
D'accord. Et en fait, c'est lié au fait qu'effectivement, quand il faut avoir un petit surplus pour faire les échanges de taille, parce qu'un mec qui a reçu un M et qui veut un S, il faut que tu puisses quand même. Pas con. Et en plus de ça, il y a des gens qui aiment pas le produit, ça arrive, et donc du coup ils le renvoient, et évidemment ils peuvent se faire rembourser, et donc tu te retrouves avec un stock qu'il faut avoir la possibilité de vendre. Donc en fait, dès le début, on réfléchit à ce système de dire bon voilà, on fera un petit stock en plus qu'on vendra un peu plus cher. Et pendant les 18 premiers mois de la boîte, ce stock il représente environ 10% en plus. Ouais. Et généralement, il part tout de suite. Dès qu'on dit OK, bon bah ça y est, on a livré tout le monde. On envoie un mail à la base en disant voilà, il y a 500 pulls en stock. Ça part très vite. Souvent, c'est des gens qui ont déjà l'autre en fait. Ouais, souvent c'est des gens qui ont déjà l'autre, ou alors des mecs qui ont loupé la précommande et qui sont au taquet pour l'acheter. Et donc à un moment, on se pose la question de se dire bah finalement pourquoi on ferait pas un petit peu plus de stock, de dire on va avoir les gens qui vont acheter en précommande et on va avoir les gens qui vont acheter sur stock. C'est peut-être deux mecs différents, deux comportements d'achat différents, et peut-être que c'est ça le modèle d'avenir. Tu vois, on l'avait même théorisé en se disant que la mode aujourd'hui c'est stock puis solde, et nous on faisait solde puis stock en gros, tu vois, bon, précommande puis stock. Et en fait, on se rend compte que... Il y a le modèle Zara, c'est solde puis solde. Ouais, c'est pas mal aussi. Ou solde puis très solde. Puis tu brûles après. Non, non. Et c'est pas sympa. Et ensuite... et non, en fait, on se pose la question de quel va être le modèle, tu vois. Et finalement, on se rend compte que faire du stock, ça nous remet les problèmes qu'on évitait jusque-là. C'est-à-dire que malgré tout, tu te retrouves à gérer du stock, tu te retrouves à stocker de la cam, donc payer des frais de stockage. Et même si tu fais un petit peu plus de marge sur ce produit en stock, bah tu retrouves des problématiques de marque de fringues un peu normales, tu vois, où tu as pas mal de produits dispo sur le site, pas mal de produits qui dorment dans ton entrepôt. Mais j'ai quand même... Alors c'est peut-être parce que maintenant t'as avancé sur cette théorie, ouais. Et j'ai quand même l'impression que t'as pas de stock, parce que là, quand on regarde sur ton truc, la boutique... Non, et maintenant on est reparti complètement dans un truc où effectivement on repart sur précommande plus un tout petit peu de stock. Le stock est là en fonction échange et tout, et après on le remet, et l'idée c'est qu'il parte effectivement en un email, que ça soit vidé, mais qu'on n'ait jamais de stock, quoi. D'accord. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est 10% en plus ou... Alors maintenant on fait même moins. Ouais. D'accord. On fait 7-8% en plus. Alors une question que je me pose de temps en temps, je me pose des questions à la con, je suis désolé, mais dans l'univers des fringues, ouais. J'imagine que la répartition sur une commande de taille, XS, ouais. S, L, M, ouais. C'est à peu près toujours la même. Ouais, toujours la même. Tu sais normalement, parce que je comprends pas pourquoi dans certaines boutiques, quand t'arrives dans les soldes, t'as toujours que les tailles à la con. Ouais, mais ça, je pense que c'est absolument inévitable, parce que tu peux, effectivement, ta courbe, globalement, elle est à peu près toujours la même. Non, mais il n'y a jamais la mienne, bordel. Ouais, alors. Tu peux te dire, mais non, mais moi, je suis le français moyen, mais normalement, le français moyen, il représente 50% des productions de taille que tu fais, donc c'est juste qu'ils ont fait n'importe quoi sur leur mais en fait, c'est impossible d'avoir, tu vois, parce que derrière, tu peux avoir un bleu marine où ça se vend de manière complètement régulière par rapport à ta courbe moyenne de distribution par taille. Et tu peux avoir un rouge qui, lui, va se vendre que aux grandes tailles. Mais il va savoir pourquoi, tu vois. Et du coup, tu te retrouves à la fin avec que des petites tailles. Les grands, ils n'ont pas de goût, en vrai. C'est peut-être pour ça. Mais je suis derrière un micro, pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas très grand. D'accord. Voilà. Donc, mais oui, nous, effectivement, on s'évite ce genre de problème de se dire à la fin, tu te retrouves avec 500 chemises en XL et double XL. Et là, t'es dans la merde, quand même. Ouais. J'ai ça, hein. J'ai ça moi. J'ai fait des sweatshirts Cosa Vostra. Ils sont super beaux avec une marque qui s'appelle Basus, que je les salue au passage. Ouais, mais en revanche, on s'est un peu rétamé sur les tailles parce que nous, on n'est pas suffisamment grand pour représenter la France ou les tailles moyennes dans leur ensemble. Donc du coup, vous êtes planté. Voilà, j'ai jamais eu moi mon sweat. Tout le monde en a un, mais moi j'en ai, mais ils sont XXL et comme j'ai arrêté la mode hip-hop à fond, tu vois, voilà, donc j'en ai pas. Et je suis vénère. D'accord. Donc, premier pull parfait. Le deuxième produit, c'est quoi, du coup? C'est une chemise en jean qu'on appelle la chemise brute. Et alors,
il y a un truc qui caractérise quand même vraiment Asphalt aujourd'hui, c'est toute la com en amont. Ça, c'était le cas déjà sur Ulule, sur la première... parce que vous avez des films extraordinaires, alors un mannequin qui est souvent le même d'ailleurs. Ouais, hein, quasiment tout le temps. Ouais. D'accord. Quelqu'un m'a dit ici, il faut qu'il change de mannequin, bordel, c'est pas possible. C'est vrai, on commence à nous le dire pas mal et j'avoue que ça fait un moment qu'on se dit qu'on a envie de varier. On n'a pas envie de le quitter parce qu'on l'aime trop, Stéphane, mais on a envie de varier. S'il écoute ça, il va se dire putain, quel salaud. Non, il est au courant. On a envie de varier un petit peu plus parce que c'est vrai que, mais on est extrêmement difficile dans le choix de notre mannequin et on galère vraiment. Voilà. Très bien, je comprends. Mais oui, tu parlais du ton et de la com. Ouais, ça c'est dès le début l'envie d'être transparent sur comment on fait les produits, donc montrer les usines, raconter comment est fait le produit, et de le faire avec un ton qui soit facile et agréable à lire. En tout cas pour nous et pour ce qu'on envisage comme étant notre client. Parce que lire des fabrications de rouleaux de tissu, ça intéresse pas forcément tous les mecs. Et pourtant, c'est important de savoir comment c'est fait pour comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre un produit Asphalt et un produit justement chez Zara, parce que c'est pas évident à comprendre. C'est quand même une grosse tendance de fond, pas que dans la mode. Hein, je veux dire, ici, si t'as écouté, t'as peut-être écouté Geoffrey Bruyère de Bonne Gueule, ça fait un moment, qui est passé sur Génération Do It Yourself, un bon épisode et pareil, quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et entre lui ou Tigran Sedou sur Big Mama, y a quand même une forme de deux choses. C'est fournisseur de qualité, ça c'est hyper important. Est-ce que vous mettez tous en avant, mais aussi transparence par rapport à ça. Ce qui est pas si évident. C'est-à-dire qui est mon fournisseur, où est-ce que je le fais, pourquoi, comment. Je veux dire, il y a plein de gens, de marques qui disent ah non mais c'est hors de question, je te dirai jamais qui est mon fournisseur parce que c'est trop important. Et je veux dire pour le fournisseur en plus c'est très vertueux parce que tu fais un super produit, ça va le mettre en avant. J'imagine qu'il a peut-être des commandes d'autres personnes derrière, de tous les frères, consoeurs, etc. Et pour toi en fait c'est très vertueux aussi. Mais ce concept de transparence, j'ai l'impression qu'il est ancré c'est une génération, une culture, une société. Je pense que c'est effectivement assez générationnel quoi. Enfin nous c'est un truc avec mon associé au tout début, donc en 2011 qu'on avait ça en tête dès le début. Je me souviens que sur le premier événement de vente, on avait alors je sais même plus si on a été ou pas. Je sais qu'à un moment on avait envisagé de faire toute la chaîne de fabrication du coton. Donc on envisageait d'avoir, tu vois, des branches de coton, de montrer comment c'était filé, etc., en mettant les matériaux dans des pots. Ouais. Je crois qu'on l'avait pas fait finalement, mais c'est pour te dire que je pense que c'est assez, effectivement, c'est assez naturel. En tout cas, ça a été naturel pour nous. Ça l'est pour Big Mama, ça l'est pour Bonne Gueule, ça l'est pour plein de marques. Et je pense qu'on a envie de savoir comment c'est fait. Quoi. Aussi dans une certaine mesure. Enfin, carrément. Et du coup, après, avec quelque chose où, évidemment, quand t'es... Alors, peut-être que c'est aussi un contre-coup, justement, on a parlé de certaines marques sans jeter la pierre, parce qu'elles essaient aussi d'y revenir, mais de cette production au Bangladesh, en Inde, ou dans certains endroits où, finalement, il y a un besoin de dire, regardez, moi, je produis... pas forcément très loin, avec des gens qui sont bien payés, avec des produits de qualité. Je pense que ça, c'est important que les gens... Est-ce que tu crois que par rapport aux clients d'Asphalt, c'est quelque chose au-delà du design et de la communication auquel il adhère? Ouais, je pense vachement. Je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est un élément de réassurance qui est central dans la marque. Parce que je pense qu'on est une génération qui a envie de savoir ce qu'elle achète. Et moi je trouve ça donne de la profondeur à un produit, de savoir d'en savoir un petit peu plus dessus, d'être capable de dire si quelqu'un dit putain il est joli ton pull, d'être capable de raconter quelque chose sur ce pull. C'est ça donne de la profondeur, ça donne un sentiment de fierté et ça remet le client propriétaire d'un truc de valeur plutôt que consommateur d'un vêtement qui est jetable en fait et dont il sait rien. Et ça, c'est aussi une des choses, c'est que comme vous êtes sur des basiques, vous êtes un tout petit peu moins sur de la mode, entre guillemets, même si peut-être une mode du basique, je sais pas si on peut dire ça. Non, mais tu vois, la mode, c'est plutôt un terme qu'on bannit de notre langage. On essaye de pas penser mode, on essaye de pas avoir des réflexes mode, parce que, en fait, on fait du vêtement et on fait une commodité, quoi. On habille des gens qui ont besoin de se vêtir tous les jours. Et ceux qui veulent du très créatif ou qui veulent adhérer à une vision artistique, je les comprends totalement. Et moi, ça m'arrive d'ailleurs sur certaines pièces d'avoir envie de ça.
Mais c'est pas du tout ce qu'on propose. Nous, on propose une commodité, quoi. On te propose un beau jean qui correspond à ce que tu veux, parce que tu nous as dit ce que tu voulais, et qui va durer plusieurs années, et dont tu sauras dire où est-ce qu'il a été fabriqué, et comment c'est fait et tout. Et ce jean, il vaut combien ? 100 balles aussi. 99. Vous êtes pas mal sur du 100 balles, en fait. C'est aussi. 100 balles. On aurait pu élever la marque 100 balles. Vas-y, je te l'envoie en plus cadeau. Ouais, on est, en fait, pour l'instant, enfin, en tout cas, au début, on a commencé par vraiment les essentiels, qui sont des produits, tu vois, le pull, la chemise, le jean. Ouais. Et nos chemises, c'est plutôt 79 €. Jean, pull, 100 €. Et là, on a commencé à travailler. On a fait des costumes à 300 €. Là, on va faire un manteau qui va être plutôt autour de 250. Mais au début, oui, on fait des produits un peu moins, pas forcément très chers au début. Ouais. Mais et tu les refais, je veux dire, à un moment, le pull parfait, il faut le relancer en fait. Ah il a été déjà lancé 4 fois le pull parfait. D'accord. Ouais. Non, et il sera lancé, j'espère, 400 fois. Il a été lancé 4 fois. C'est bon, c'est comme ces gens qui lancent des startups. Ça, c'est un super secret. Les gens, quand tu fais un lancement foiré de startup, il y a des gens qui se disent, qui sont déprimés, qui se disent, fuck, j'ai foiré mon lancement, quoi, etc. Puis il y a des gens, ils lancent 4 fois leur startup jusqu'à ce que le lancement soit au bon moment. Au bon moment, tu vois. Et c'est vrai que le timing est tellement important dans le monde des startups. Je sais plus, j'avais vu une étude à un moment qui disait qu'en fait, on parlait souvent de chance, qui était difficile tu vois, c'est difficile de dire ouais, la chance c'est important. Ouais. Alors que dire le timing c'est important, ça concrétise un peu, mais c'est de la chance au final, le timing. Et le timing dans cette étude de MIT ou de je sais pas quoi, c'était 50% des raisons du succès de start-up. Ils avaient pris Facebook, Airbnb, Dropbox, tu vois, tous les gros, et ils avaient dit le timing était bon, et c'est ça qui a fait le succès en fait. Enfin, l'élément le plus important. Je pense qu'il faut savoir, tu vois, c'est une question d'état d'esprit, mais se dire j'ai foiré mon lancement, c'est pas grave, je fais un autre lancement, parce qu'au final on retiendra le lancement réussi, les autres personne n'a entendu parler, puisque par essence ils sont foirés. Ouais, c'est clair. Il y a quelques personnes qui étaient là, c'est pas grave, faut pas les inviter. Ça marche, tu sais que ça marche aussi sur les emails. C'est-à-dire tu re-shootes un mail qui a pas marché. Tu prends ça, c'est des stratégies de hacking de certains emails. Tu prends ta base mail, donc tu envoies un email à 100 000 personnes, ok. Tu renvoies le même email, exactement le même, avec un objet différent, à toutes les personnes qui n'ont pas ouvert le premier email. Donc, tous ceux qui l'ont ouvert verront pas que c'est le même email. Exactement. Mais comme tu le renvoies que à ceux qui ne l'ont pas ouvert, bah oui, ils se rendent pas compte que c'est le même email. Et en fait, souvent, tu arrives à faire des taux d'ouverture où tu vois que juste sur le titre, tu vas faire, je sais pas, 50% d'ouverture sur le premier email. Donc, tu vas avoir 50 000 personnes qui vont l'ouvrir, tu les mets de côté, tu prends tes 50 000 qui n'ont pas ouvert le deuxième email, tu renvoies cet email avec et tu vas refaire 50% d'ouverture. En fait, au lieu de toucher avec un email 50 000 personnes, tu vas en toucher 75 000 juste en retravaillant un titre. Donc, beaucoup moins de travail, voilà. Mes petits secrets de vie. D'accord. Mais toi, t'as pas besoin de ça puisque sur ton premier email shooté, t'as déjà vendu ton surplus. Non. Alors, comment ça marche justement là-dessus ? On s'abonne sur Asphalt, enfin, on s'abonne gratuitement, mais on s'abonne par mail, on pose son mail et puis on est prévenu à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, c'est ça ? Ouais, l'emailing, c'est vraiment notre moyen de communiquer numéro 1. Et après, évidemment, sur Instagram, Facebook, on communique aussi sur tous les lancements, bien sûr. Mais oui, sur le site, vous pouvez aller vous inscrire pour être inscrit à tous les lancements. Ouais. Et au-delà des 4 millions de personnes qui vont s'inscrire grâce à ce podcast, tu fais comment pour trouver des nouveaux clients ? Alors, beaucoup de bouche à oreille. On appelle de l'organique. Voilà, c'est l'organique, tout seul. C'est un client qui achète et qui a son pull et qui en parle à ses copains. Principe de faire un bon service client, de bonne qualité de produit. Ouais. Exactement. Et après, nous comme Action, on fait beaucoup on fait beaucoup de pubs sur Facebook. Ça marche très bien, la pub sur Facebook. Beaucoup, c'est combien ? En fait, ça dépend des lancements produits, mais l'avantage de la pub sur Facebook, c'est que justement, on peut traquer chaque vente, on sait exactement combien elle nous a coûté. Ouais. Donc nous, on est dans un truc où on investit que quand c'est rentable. Quand c'est plus rentable, on coupe. Et c'est variable en fonction des produits, mais on claque plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sur Facebook. D'accord. Je dis on claque comme si c'était. Non, on investit. Mais c'est vraiment de l'investissement et c'est de la rentabilité, quoi. Oui. Et c'est quoi je sais pas. Alors évidemment, t'as des produits, des ventes où un costume c'est 300 €, donc évidemment tu peux dépenser plus que sur une chemise à 70, puisque j'imagine. Mais ça coûte combien un client sur Facebook ? Ça varie énormément et ça a beaucoup changé depuis nos débuts, alors qu'on s'était essayé il n'y a pas si longtemps. Ouais.
Tu vois, je me souviens que notre première vente Ulule, on a acheté, on a gagné plusieurs centaines de clients à 4 € le client. C'était la folie. C'était vraiment un truc de dingue. Alors qu'on était sur un produit sur lequel on n'avait pas beaucoup de marge, donc on avait un budget d'acquisition qui était pas énorme, on arrivait quand même à convertir plusieurs centaines de clients. Ça en 2016. Ça c'était en 2016. Ouais. Et aujourd'hui, franchement, faire une vente, alors en acquisition pure sur un mec qui a jamais entendu parler de toi, faire une vente à moins de 15 €, c'est chaud. Donc ton client te coûte 15 €, minimum. Nous, au début, tu vois, en fait, au début de la campagne. Même quand tu vas toucher des gens que tu connais pas, Facebook est assez intelligent pour aller toucher des gens qui sont le plus proches de toi le possible. Et plus ça avance, plus ça s'éloigne, donc plus ça coûte cher. Donc au début, généralement, nous en acquisition pure, on est peut-être à 10-15 balles le client, ce qui est franchement pas cher. Et on s'arrête quand on gagne plus d'argent, donc en fonction du produit, à 30, 40, 50, 100 €. Ouais. D'accord. Ouais, parce que sur un costume, tu vois, on a un budget d'acquisition qui est bien plus élevé. Donc tu peux dépenser 30, 40, 50, 100 € pour ça acheter nous un arrive. client. Ouais, bien sûr. Parce qu'en plus, derrière, on est capable de voir qu'ils sont très fidèles. Donc, et donc tu gagnes de l'argent ou t'en perds pas sur le premier produit, mais derrière, tu vas en gagner sur ceux qui suivent. Exactement. Ton principe, et puis, il va sans doute en parler à ses copains aussi. Voilà. Et c'est pas forcément un objectif, mais tu commences à te dire, il y a des gens qui arrivent tu peux composer quasiment un vestiaire complet sur Asphalt. Pas encore, mais bientôt, ouais, bientôt. Là, on va vraiment, pas forcément accélérer le nombre de lancements, mais en tout cas, développer plus de produits. Mais ouais, on a déjà fait quasiment toutes les catégories de produits. On a fait costume, jean, tu vois, on n'a pas fait de t-shirt, on galère avec le t-shirt. T'as pas fait de slip kangourou, je suis sûr. On n'a pas encore fait le slip kangourou, désolé. Mais non, ouais, on n'a pas encore fait beaucoup d'accessoires. Alors c'est chiant aussi le t-shirt, parce que par exemple, typiquement en acquisition, alors tu le fais pour tes autres clients habituels, mais tu gagnes rien sur un t-shirt. Alors il faut la vendre par 4, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'un t-shirt, le mec, il en achètera 2-3 peut-être d'un coup, tu vois, faudra voir. Mais et puis potentiellement aussi, l'acte d'achat sur un t-shirt, il est plus facile que sur un costard, tu vois. C'est-à-dire que faire ton premier achat sur un costume online, sur une marque que tu connais pas, c'est quand même assez chaud. Alors que se dire, bon, allez, j'ai déjà entendu parler vaguement de cette marque, là, il y a le t-shirt, je l'achète, c'est peut-être plus simple. Donc finalement, ça te coûte potentiellement peut-être 4 fois moins cher de vendre un t-shirt que vendre un costard, quoi, tu vois. Tu sais que j'ai fait alors comme on dit, pas du tissu, pas de la mode, ce serait compliqué de dire de la mode, j'ai vendu du textile en ligne, quand même, un moment, parce que j'ai récupéré pendant quelques années. En fait, j'y ai repensé, j'y avais pas pensé, tu vois, mais j'ai repensé quand tu m'as donné ton coût d'acquisition, parce que moi j'arrivais à acheter, mais on parle de 2011, j'arrivais à acheter des clients pour 2 €, $2 même. Et ils achetaient quoi, des t-shirts printés? Non, ils achetaient des morph suits. Le morph suit, c'est donc c'est une boîte. C'était absolument génial comme business. Donc c'est une boîte qui est écossaise à l'origine. Ali Smithon et Fraser Smithon, 2 frères, et puis avec un de leurs potes. En fait, ils ont lancé ça un peu en plus de leur business dans des banques et chez Procter. Enfin, c'est dans des boîtes assez tradies. Et en fait, c'est un Je devrais pas raconter des choses comme ça. Non, c'était absolument fantastique. Non, j'ai adoré cette époque et j'ai appris énormément. Ça a été mes premières leçons de e-commerce où tu apprenais vraiment sur le tas parce qu'il y avait rien en fait. J'ai commencé en 2009-2010 là-dessus jusqu'à 2012 ou 2013. Et en fait, j'avais une licence parce qu'eux, ils commençaient, c'était leur premier batch d'achat. En gros, c'est un costume intégral en lycra. Donc, tu vois la crampe dans Pulp Fiction, ce truc en latex, c'est du latex là, hein, c'est très différent. Donc, on n'est pas sur du truc SM, attention. On est sur un truc de vraiment costume déguisement, d'amusement, tu vois. Mais très what the fuck, tu vois. Genre, t'es vraiment dans un truc où tu vois quelqu'un qui débarque comme ça, tu te dis, mais c'est quoi le trip? Donc, ça a eu quand même sa petite notoriété. Ce produit absolument magique parce que c'est du lycra. Qui dit lycra dit que t'achètes un L au lieu d'un M ou t'achètes jamais à 2 tailles d'écart, tu vois. Donc si c'est un peu trop petit ou un peu trop grand, personne ne te renvoie, mais personne. Je te parle de sur je sais pas, mais c'est des dizaines de milliers de morceaux qu'on vendait juste en France par an. J'avais pas moins de 100 retours, hein, c'est sûr. Non, mais c'était même pas, c'était moins de 50 en fait. C'était rien, juste rien. Et quand ils renvoyaient, on leur en renvoyait un autre. S'ils renvoyaient même pas, on s'en foutait en fait. T'as une marge évidemment absolument phénoménale, parce qu'en fait, tu parles d'un produit qui coûte pas grand chose à fabriquer. Tu les produis dans des volumes assez hallucinants. Et en fait, l'idée, c'est de dire que là-dessus, t'as
t'as un buzz qui se crée. Alors eux, pardon, quand je suis rentré là-dessus, ils avaient acheté un costume en latex, cette fois-ci, pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote. Ouais. Et ils étaient allés à Dublin avec un truc en latex vert. Et ils avaient vu que tout le monde adorait ce machin, trouvait ça absolument... Donc ça, c'était vraiment un costume SM, tu vois. Okay. Et ils se sont dit, attends, on va essayer d'en vendre. Et ils en ont commandé 200 sur Alibaba. Ouais. Et moi, je les ai topés à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire que pour un autre enterrement de vie de garçon, j'en ai acheté 10 sur les 200. Ah d'accord, tu les as trouvés en... Je les ai trouvés, et puis on s'est retrouvés en Suède avec ces 10 morceaux noirs et un blanc pour le futur marié. On s'est baladé dans Stockholm, on s'est éclaté, c'était absolument mortel. Et on a fait une vidéo qui s'est retrouvée sur LCI, qui a fait un buzz, et du coup, ils m'ont contacté. Et puis, avec un de mes amis, Tristan, on a récupéré une licence, que finalement, lui était banquier, il s'en occupait beaucoup, donc j'ai récupéré par la suite. D'accord. Et en fait, on a géré tout ce qui était francophonie, donc France, Suisse, Belgique, et puis après, en plus, d'ailleurs, j'ai récupéré Espagne et Italie. Et en l'occurrence, ça a marché, mais de manière incroyable. C'est-à-dire qu'on vendait vraiment beaucoup. C'est de l'achat finalement d'opportunités. Notre panier moyen était à plus de 100 €. Ouais. Pour un prix d'achat de 2 €. Et la marge était absolument phénoménale. Alors moi, je n'ai même pas la marge parce que comme j'étais pas le producteur, j'étais licencié, moi je touchais une commission par costume vendu. Okay. Mais en fait, quand tu dépenses 2 € pour 110 €, pour 110 € de panier moyen, en fait, voilà. Mais en revanche, ça marchait plus au-delà de 40, 50, 100 €. En fait, tu vois, ça, il y a un moment où, en fait, tu topais et tu remontais très fort dans les prix, en fait. Donc, on restait sur des acquisitions, des volumes limités. Tout ça pour dire que voilà, j'ai un peu. C'était la belle époque où l'acquisition était moins chère. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, il y a des moments où j'ai quand même l'impression que dans tout ça, sur certains produits, en fait, tu t'arraches vraiment pour filer ta marge au GAFA quand même. Donc c'est un peu de temps en temps un peu compliqué. L'avantage que tu as toi, c'est que tu commences à avoir une belle base de données, j'imagine. Donc tu peux dialoguer en direct avec pas mal de gens aussi. Ouais, bien sûr. Je t'avoue que c'est vrai que quand tu regardes dans l'année combien t'as filé à Facebook, tu peux te dire putain, c'est chaud. Et en même temps, encore une fois, je pense qu'on serait pas là où on est sans Facebook. C'est une évidence, quoi. Tu parles de Facebook et Instagram, c'est aussi important? Instagram, non, en pub, ça marche beaucoup moins bien. Sur Instagram, on est présent, on poste et tout, on a pas mal de gens qui nous suivent. Mais la partie pour faire découvrir vraiment Asphalt, c'est vraiment Facebook, la pub sur Facebook qui fonctionne très très bien, quoi. D'accord. Écoute, très bien. Le modèle du sur-mesure, c'est pas un truc, parce que moi c'est l'autre truc, quand j'ai quitté en fait ma toute première boîte, j'étais vraiment en train de me dire je veux créer une marque de précommande sur mesure, parce que je trouvais ça hyper bien dans l'idée, parce que c'est pareil, tu payes avant de commander, donc t'es livré, donc t'es cash flow positif. C'est pas un truc que t'as creusé? Non, c'est un truc que j'ai en tête. J'avoue que comme les costumes marchent très bien chez nous en plus, aujourd'hui on fait du costume en prêt-à-porter, donc c'est pas du tout sur mesure. Et je me dis qu'effectivement, on pourrait un jour développer une offre sur mesure, mais je pense que c'est pas du tout la priorité, mais c'est une idée que j'ai dans un coin de tête. Ouais. Parce que typiquement en termes de chemise, alors chemise, je parle de chemise très tradie, blanche, bleue, voilà, que je peux porter. Moi j'ai du mal maintenant à acheter autre chose que du sur mesure. Ah oui, autre chose, oui. Il y a de l'offre, il y a beaucoup d'offres. Ouais. Non, c'est sûr. Mais quand c'est quali, etc. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais il y a déjà une super offre. Moi, j'ai un copain qui a une super marque qui s'appelle Swan et Oscar. Je sais pas si tu connais. Ah oui, je connais de nom. Ouais. Et voilà, non, il y a du monde sur la mesure, sur le costard sur mesure. Il y a les nouveaux ateliers qui ont pris un gros. Atelier Anna, ça s'appelle. C'est chez eux que je me fournis, mais. Atelier Anna. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une histoire de prod, tu sais. Ouais, franchement, c'est pas la même. C'est vraiment très différent parce que pour le coup là, c'est vraiment des manières de produire qui sont très différentes. Donc c'est pas les mêmes logiques, quoi. Si on le fait, tu vois, ce serait vraiment un nouveau business dans le business, quoi. Et les femmes? Pareil, les femmes, ce serait un nouveau business dans le business, donc je pense que c'est pas la prio. T'as pas un concurrent de femmes? Enfin, je veux dire, il n'existe pas ce business chez les femmes? En précommande, non. Il y a quelques marques là qui ont commencé un petit peu, mais il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas en France et même je crois ailleurs, un gros acteur femme précommande.
Est-ce que la femme est là-dessus a un comportement, enfin sans être sexiste, mais aujourd'hui la mode féminine, en tout cas c'est peut-être pas la femme qui met la proposition de mode féminine, j'ai l'impression est plus mode que. Je pense que c'est pas la même manière de consommer, donc théoriquement la précommande paraît moins adaptée à la femme qu'à l'homme, mais je reste persuadé que ça peut marcher chez la femme. Oui, puis c'est quelque chose qui évolue, je pense aussi. Je veux dire, il y a une forme de réaction à la mode. Ouais, carrément. Et nous, on a d'ailleurs beaucoup de femmes qui nous envoient des messages en disant pourquoi vous faites pas des modèles femmes. Beaucoup de femmes qui nous contactent en disant je veux monter la même chose pour femmes, est-ce que vous pouvez me filer des tips? Donc, et il n'y a pas des femmes qui commandent des pulls pour hommes? Si, alors bon, il y en a. Je sais pas si elles vont chez un homme ou après si c'est un cadeau ou si ouais, c'est pour exactement. On sait que mais on a 10% d'achats qui sont faits par des femmes. D'accord. Après, je pense que la grande majorité sont des cadeaux. Ouais. Mais on voit passer de temps en temps un post Instagram d'une nana avec une chemise, un pull, une paire de baskets. Ça arrive. Et aujourd'hui, ton délai de prod, c'est combien à peu près en moyenne? Alors c'est encore long. On travaille dessus, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, on est capable de livrer les premiers en 1 mois environ. Donc ça c'est ok. Par contre, les derniers, on les livre plutôt en 3 mois. C'est long. D'accord. Et c'est FIFO, hein, pour ceux qui ont fait de la compta, hein, first in, first out. Donc, si je suis le premier à commander, j'aurai la première pièce. Exactement. Il y a des batchs de livraison, donc effectivement, tu as une incentive à commander plus tôt parce que tu es livré plus tôt. Et c'est envoyé de ton fournisseur, tu en as plusieurs aujourd'hui, par, j'imagine, typologie ou plus ou moins. C'est lui qui envoie directement ou ça passe par un entrepôt? Non, ça passe par un logisticien qui est à Paris. D'accord. Qui est super, qui s'appelle Simple. Vous pouvez aller les voir, ils sont top. Et non, ils sont vraiment bien. Donc eux, ils reçoivent toute la cam et ils dispatchent chez les clients. Et c'est eux aussi qui gèrent tous les retours et les échanges. C'est-à-dire que si un client renvoie son M et que par exemple c'était une chemise, il l'a essayée, elle est froissée, c'est chez Simple qu'il y a ce qu'on appelle le reconditionnement, c'est-à-dire que il repasse la chemise, il la remet en bonne forme. Et puis évidemment, il renvoie un S ou un L, enfin tu vois en fonction. Voilà, ils gèrent tout ça, les échanges, les retours et tout. Donc toute la cam est à leur entrepôt. Nous, on fait des extraits de prod pour faire des contrôles qualité. On voit tout le prototypage, évidemment, ça arrive chez nous dans nos bureaux, mais toute la production, elle est chez Simple. Et la création du site, alors ton tout premier site sur 6 et 7, c'était fait sur quoi? C'était un Presta. PrestaShop, d'accord. Et aujourd'hui, c'est un Shopify. Shopify, d'accord, ok. C'est intéressant le mouvement de Shopify. Et pourquoi t'es passé de l'un à l'autre? Alors, c'est Rodolphe qui est le CMO d'Asphalt qui a pris la décision, mais Presta, on avait eu l'expérience avec 6 et 7. Alors on l'avait développé en 2011. C'était un peu un site rattrapé de chez rattrapé et tout, mais ça a bugué. On n'était pas hyper satisfait du back office et en fait, je sais plus trop qui nous avait conseillé de faire un Shopify, mais on s'est dit allez, vas-y, on essaye. On était moyennement satisfait de notre première expérience Presta. On a essayé et pour le coup, on est hyper content. Franchement, c'est hallucinant. Parce qu'on a eu très vite avec Asphalt la chance d'avoir beaucoup de trafic et comme on fait des lancements, tu vois, tout le trafic arrive à 10h le mardi, quoi. Et toutes les commandes aussi arrivent beaucoup de commandes arrivent en 1 heure et le site il a jamais lâché. D'accord. Et c'est hébergé par Shopify ou par OVH ou bonne question, je saurais pas. Non, je sais pas. Et d'accord. Et du coup, mais toute la partie contenu, elle est sur Shopify aussi ou t'as un WordPress ou un tout sur Shopify et beaucoup sur Facebook. D'accord. En fait, on fait beaucoup d'articles sur Facebook. On utilise le format article Facebook qui est pas énormément utilisé. Instant article là, enfin oui, non les articles, ok, très bien. Je vois, oui, ouais. Et en fait, quand on fait un post, quand on a envie de raconter un produit, on fait un article Facebook et après on shoot une newsletter avec un lien vers l'article Facebook où les gens du coup peuvent commenter, poser des questions. Et vous pushez en pub cet article Facebook? Alors on peut pas pusher le format pub, c'est le format article, c'est un peu bizarre, mais ouais, on trouve des moyens d'y arriver. Mais effectivement, on fait en sorte que un maximum de gens dans notre communauté voient ces articles parce que c'est les moments où on dévoile le produit. Et c'est ce que notre communauté aime consommer comme contenu. Donc, et comme aujourd'hui l'organique sur Facebook n'existe quasiment plus, on est obligé de montrer un peu. Enfin, c'est-à-dire que quand on fait un post, appelle l'organique, c'est tout ce qui n'est pas pushé. C'est-à-dire qu'avant, quand tu avais 100 000 fans, ce qu'on appelle les fans ou des likes ou tu avais 100 000 personnes au tout début qui voyaient quand tu poussais un contenu. Aujourd'hui, tu en as 10 000 quoi. Moi on m'a dit 2% hier. Alors il y a plein d'infos, mais il paraît que là très récemment, c'est ça a encore tiré vers le bas. Ça dépend un peu de plein de paramètres. On en parlera. Non. Et c'est hyper intéressant les formats et vos contenus qui sont aussi quali. Comment t'arrives à faire des choses aussi quali sur
t'es sur un budget limité, t'es pas en mode je me paye des vidéos à 4 millions d'euros, quoi. Non, pas du tout. On a eu la chance de trouver une super équipe au début, un super vidéaste, super photographe, super mannequin. Nous, on gère toutes les prods en interne, donc c'est nous qui faisons, tout l'orga du shoot et tout le stylisme, etc. Donc tout ça, c'est fait chez nous en interne. Et au début, d'ailleurs c'est toujours le cas, ça nous coûte pas hyper cher parce qu'en fait on est assez récurrent tu vois, on a des freelances avec qui on bosse. Ouais. Et du coup, comme on fait quasiment un shooting par mois, ouais. On n'est pas le client qui paye le plus cher, mais en même temps il y a de la récurrence, donc ça marche bien. Et puis ils sont contents de bosser avec nous, ils ont des fringues offertes. Donc non, ça nous coûte de l'argent évidemment, mais c'est important parce que ça permet de montrer l'usage du produit en fait. Encore une fois, nous on est là pour habiller les mecs. Si tu leur montres pas comment ce produit, là on vient de faire un costume qu'on appelle le costume frais, qui est un costume qui est hyper respirant, qui est super pour l'été. Bah si tu fais le shooting à Paris sous la pluie, juste tu montres pas son usage en fait. Son usage, il faut que tu montres. Donc comme il fallait faire le shooting au mois de février, on est allé en Espagne parce qu'il fait toujours beau. Et du coup, on est allé dans le sud de l'Espagne, on a fait le shooting. Donc ouais, ça coûte un peu d'argent, mais en fait, ça montre l'usage et c'est ça qui permet à la personne de se projeter et de se dire. T'as une idée vaguement combien ça te coûte? C'était un shooting total packagé? Ouais, packagé, ça coûte. C'est hyper variable en fonction de là où on va. Tu vois, parfois on fait un shoot à Paris. J'ai vu en Islande, non déjà? Non, non, j'ai pas vu un truc. Non, dans le Nord, on n'a jamais été. Cabane de Norvège, non? On va plutôt. Non, ça c'est pas nous. Ah merde. Bonne gueule, non, alors. Si on a fait une cabane mais à côté de Paris. Alors t'avais l'impression que c'était hyper loin, mais c'était à 1 heure de Paris complètement cet endroit. Mais non, le plus loin on est allé, c'est dans le sud de l'Espagne. D'accord. Et ça coûte combien, je dis à peu près? Alors du coup, ce genre de shoot, ça nous coûte vraiment tout compris, ça va nous coûter peut-être 10 000 euros. D'accord. Et les moins chers, ça va coûter 4 000 euros. D'accord. Oui, donc c'est quand même un investissement dans le contenu qui est pas négligeable. Complètement. Non, mais au début. Je veux dire, ce qui est important, tu vois, dans des logiques de nous, on accompagne du monde, tu vois, chez Cosa Vostra sur des clients. De temps en temps, on va nous dire 15 000 euros pour un site internet, c'est beaucoup trop cher, ou 2 000 euros pour poster du contenu, c'est beaucoup trop cher. Et en fait, mon point là-dessus, c'est juste de dire que si you pay peanuts, disent les Américains, you get monkeys, quoi. Tu payes, tu payes que dalle, t'as rien du tout. Et je veux dire, t'investis, quoi. Que ce soit en achat de mots-clés, que ce soit en production de contenu pour faire des choses belles qui donnent envie. Au-delà de la qualité de tes produits, t'as une qualité je trouve, chez Asphalt, ce qui est remarquable et ce qui est la raison pour laquelle t'es là, mon cher William, c'est que y a une qualité qui est en filigrane sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Et j'imagine sur le service client, j'espère aussi, quoi. Si demain je gueule en te disant, je suis pas content, tu dis, y a pas de souci, renvoyez-moi et je vous rembourse. Ouais, ça. Exactement. Même si je suis d'extrême mauvaise foi. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus simple d'appliquer la règle de se dire, même un mec qui est vraiment, si on est sûr à 95% qu'il est de mauvaise foi, on préfère lui renvoyer un produit et la jouer cool parce que ça t'économise en fait du temps de réflexion, quoi. Enfin, tu vois, et c'est beaucoup plus simple de dire, ok les gars, dès qu'il y a un problème, on le corrige, on est hyper cool, plutôt que de commencer à faire du cas par cas qui est hyper compliqué. Il y a des gens qui abusent après, je sais pas chez vous. Non, mais sans doute. J'ai un de mes potes qui quand même renvoyait à chaque fois qu'il y avait un avion qui avait plus d'1 minute de retard, qui envoyait à Air France une lettre il recevait des miles et des miles et des miles. Et un jour, il a reçu un courrier qui a dit vraiment, arrêtez, arrête, tu te fous de notre gueule, quoi. Tu t'es fait griller, quoi. C'est ça. Ouais, alors effectivement, on n'a jamais fait la chasse aux mecs de mauvaise foi, mais on pourrait en lancer une pour voir. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux saluer, c'est cet investissement que vous faites et cette qualité qui est rendue derrière. Merci beaucoup, ça fait plaisir et ça fera plaisir à toute l'équipe qui fait le contenu. Tu leur diras. Mais effectivement, c'est hyper important aussi parce qu'en fait, il y a une approche rationnelle derrière, c'est que un bon contenu, c'est un contenu qui va convaincre et c'est un contenu qui va du coup avoir un bon taux de conversion sur ton site. C'est aussi simple que ça. Et nous, comme on veut être dans une approche rationnelle de se dire, on veut qu'il y ait le moins de coûts un peu inutiles. En fait, parce que tu pourrais dire c'est inutile de faire un shooting comme ça, c'est de l'argent dépensé. Donc du coup, tu te retrouves dans un truc, tu vas être obligé de faire des marges hyper élevées et tout. Bah non, moi je pense qu'au contraire, ça vient servir un bon taux de conversion qui du coup t'évite des frais. Enfin, encore une fois, si t'as un super taux de conversion sur ton site, bah tu te payes moins cher en publicité qu'un mec qui a un mauvais taux de conversion. Donc il suffit de faire ton calcul. Tu sais quoi, mon sentiment aujourd'hui en plus, il est que
tu marches quand même fondamentalement là-dessus un peu comme Bonne Gueule, sauf que eux ils sont vraiment sur des contenus mode plus larges et c'est pas exactement la même chose, mais t'as un bon contenu pour une belle mise en avant, pour donner envie, pour comprendre, pour faire comprendre. C'est une forme de média quand même. Mais je pense que ça s'applique à tous les business. Ah, mais et que tu fasses du B2C, du B2B, que tu fasses du, pardon, maintenant quand je dis B2C, je pense à ma mère qui m'a envoyé un petit message en me disant maman, B2C c'est B2C, donc voilà, hein, c'est pas BITOU2SI, mais ça marche si t'es un prestataire pour des vétérinaires et que tu fais du bon contenu pour eux et que t'investis un peu là-dedans. C'est ce que je fais aussi avec ce podcast finalement pour mes clients, pour faire connaître Cosa Vostra, pour faire connaître nos différents business, mais c'est ça. Et je pense que ça mérite, aujourd'hui d'être, on a des moyens de diffusion par email, par Facebook, tu en parles quoi. Et je pense que d'ailleurs, tu vois, souvent, on me dit, ouais, mais c'est plus simple d'acheter en boutique que d'acheter en ligne. Il y a une vérité là-dedans. C'est vrai que acheter en boutique, tu peux essayer, tu peux toucher et tout. Mais en revanche, il y a un truc que fait le web et que fait pas la boutique. C'est que sur le web, effectivement, avec des pages de vente précises, tu peux voir le produit porté par un mannequin sur une vidéo. Tu peux lire toutes les informations sur ce produit-là, savoir où est-ce qu'il a été fabriqué. Et finalement, tu peux, en 2 minutes, en savoir beaucoup, beaucoup plus que si tu vas en boutique, à moins que ton vendeur soit méga au taquet. Et encore, le vendeur, il aura les infos, mais il aura pas forcément les visuels à te montrer sur comment ça tombe, etc. Tu vois ? Donc, je trouve, tu peux faire des photos hyper macro, rentrer dans la maille, par exemple, sur un pull, montrer des choses qui sont même pas visibles à l'œil nu. Donc, en fait. Oui, puisque tu disais sur l'histoire, où est-ce que c'est produit, qui le fait, qu'est-ce qu'il y a. En fait, tu peux dire beaucoup plus de choses sur une page de vente sur Internet qu'avec un produit. Donc, effectivement, tu perds des choses sur Internet, mais t'en gagnes aussi. Et c'est pour ça que je suis convaincu que même si, à mon avis, un jour on fera du physique et tout, je suis convaincu que tu peux aller très très loin sans physique et que le web peut apporter une dimension presque plus forte à ton achat que si c'était en physique, tu vois. Vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? On a fait 5 millions en 2018. Waouh ! Ah ouais, donc deuxième année pleine, quoi. Ouais, deuxième année. Incroyable. Et d'accord. Et donc encore en croissance. Ouais, encore. Oui, encore. Sur fonds propres. Du coup, on avait levé. Levé, mais t'as pas levé depuis. Non. C'est incroyable. Et en plus, sans forcément besoin de cash. Non, pour l'instant, on n'a pas besoin de cash. Et j'avoue que j'aime bien l'idée d'aller le plus loin possible sans cash. Enfin, sans lever de fonds, ouais. Ouais. Et l'idée derrière, c'est quoi ? Ce serait de l'international ? Ce serait partir sur de l'anglais, de l'allemand, du... Ouais, l'idée, franchement, ça donne envie de regarder hyper loin et de se dire qu'on va faire un truc mondial, qu'on sera présent partout et tout. Mais on prend les choses... tu vois, step by step. On s'emballe pas. Mais oui, clairement, on aimerait bien vendre... En fait, on aimerait bien faire partie de la nouvelle vague de la mode qui, j'espère, sera une vague... fracassante, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que je pense qu'on prône une nouvelle manière de consommer qui est plus juste, qui est meilleure pour le client, qui est meilleure pour la planète, qui est meilleure pour le fournisseur, qui est durable. Durable parce que hors mode et durable parce que produit de qualité. C'est important le côté hors mode aussi là-dessus. Je veux dire, le noir dans 4 ans, je le mettrai toujours, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça sert à rien de fabriquer un produit qui dure s'il est très marqué dans la mode et que du coup, il se démode en 2 ans. Tu vois, ça marche pas. Donc c'est vrai que là, l'idée qu'on a nous, c'est de se dire la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce produit, on aura envie de le porter dans 10 ans encore ? Alors c'est difficile d'en être sûr à 100%, mais en tout cas, c'est une question qu'on se pose quand on travaille sur un produit. Ok. C'est vraiment hyper intéressant mais c'est vrai que tu as un univers de possibles qui est assez grand parce que alors j'allais dire tu pourrais te lancer dans la chaussure mais tu t'es déjà lancé dans la chaussure, non? C'est ça. Donc mais tu peux choisir de te dire en fait je vais faire de la femme ou je vais faire l'Allemagne, tu vois. Enfin c'est deux projets différents finalement. Ouais, alors pour l'instant, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, si tu veux, l'idée c'était d'abord de faire le premier step, ce qu'on a fait sur les 12-18 premiers mois, vraiment valider le fait que au début, tu vois, la précommande ça marchait bien. On s'est dit quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que c'est tellement nouveau comme manière de consommer qu'on s'est dit peut-être que les mecs vont se lasser, etc. Et puis finalement, en voyant les campagnes fonctionner, en échangeant avec le client, en se rendant compte que ça correspondait vraiment à une manière
structurelle, une envie structurelle de consommer. On s'est dit ok, c'est cool, ça c'est validé. Ensuite, on s'est posé la question de se dire ok, est-ce que la précommande ça sera tout seul ou est-ce qu'il faut mettre du stock? Quel poids il faut donner au stock? Donc on a fait quelques tests. Ça a été la deuxième étape. Et maintenant l'étape, elle est de dire ok, on sait que c'est la précommande, on repart dans ce sens-là, remettons le wagon sur les bons rails et puis on voit ce que ça donne dans 6 mois et on voit comment on veut développer la marque. Est-ce que ça sera à l'international? Est-ce que ça sera une autre catégorie de vêtements? On ne sait pas encore. C'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une belle... Bravo William, Merci. Je suis ravi de te rencontrer un peu comme ça par hasard. J'ai pas cité Adrien Garcia tout à l'heure, donc et je recommande une fois de plus son podcast Entreprendre dans la mode, qui est un peu différent et à la fois aussi similaire, plus spécialisé que Génération Do It Yourself, mais voilà, qui est super et que j'ai eu la chance de rencontrer que très récemment, qui m'a fait plein de mises en relation derrière. Voilà, donc vous allez avoir un peu de mode probablement de Génération Do It Yourself. Adrien en sera responsable. Mais c'est bien. Aujourd'hui, donc t'es papa fraîchement. Donc 3 semaines, tu dis? 1 mois, ouais. 1 mois. Ouais. Quel sexe, non? Un petit garçon qui s'appelle Gaspard. D'accord. Ouais. Gaspard, bienvenue. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse aussi. Et chaleureusement. Ça change quoi aujourd'hui? Alors, pas affectivement dans ta vie, oui. Ça c'est pas le sujet forcément, mais dans ton orga, au-delà que tu dors pas. Bon, ça va, franchement, je dors à peu près. Cette nuit, il a été un peu dur, mais non, globalement, il est cool. Et ça change quoi? Effectivement, ça change que tu fais venir tout le monde à Bordeaux. Exactement. Parce que non, mais ça a eu de l'impact, forcément, ça a de l'impact parce que c'est sûr que les allers-retours, c'est plus compliqué. Puis on en a moins envie aussi de s'éloigner de la famille. Donc, ça a joué et en même temps, le timing était bon. On a validé le fait qu'on se voyait, on se projetait quelques années à Bordeaux. Bordeaux correspond aussi très bien aux valeurs que j'ai envie de donner à ma boîte, où on travaille, mais on a aussi une qualité de vie. Et voilà, donc ça change. Le gros impact, je dirais que c'est ça, c'est que on s'installe à Bordeaux, l'équipe vient et que du coup, je vais être un peu plus stable et moins entre deux villes, quoi. L'équipe vient sans problème? Et écoute, à mon agréable surprise, c'est du 100% là. Ouais. Fantastique. Et du coup là-dessus, tu leur as proposé un peu de flexibilité, du temps, des choses ou... Alors ils viennent je leur ai annoncé il y a 1 ou 2 mois, ils viennent en septembre. D'accord. Donc voilà, un peu de temps pour se préparer. Et t'as pas de fonction qui a besoin d'être à Paris plus que d'autres, ou il y aura des allers-retours? Non. Et au pire, on fait des allers-retours. C'est évident que l'équipe produit ira à Paris de temps en temps pour un rendez-vous avec un fournisseur, pour un salon. Et toi, t'es pas présent sur les gros salons de la mode, de WizNext, des choses comme ça? Non, parce que du coup, non. Ça, c'est vraiment dédié à ceux qui font du B2B. D'accord. Donc, on n'y est pas. D'accord. B2B, maman. Et du coup, et aujourd'hui, ton orga, du coup, c'est comment? Alors, avant que tu repartes, comment, c'est quoi, 2 jours par semaine à Paris? Alors, ça a été 2 jours par semaine à Paris pendant quasiment 2 ans. Ouais. Et là, depuis que Gaspard est arrivé, je fais plutôt l'aller-retour dans la journée. Donc, je viens 1 fois par semaine. Ou là, hier, à vrai dire, là, on est mardi, je fais l'aller-retour dans la journée. Ok. Et hier, j'ai fait l'aller-retour dans la journée aussi. Ah oui, d'accord. Mais franchement, on bosse super bien. Enfin, moi, je bosse super bien dans le TGV. Il y a le Wi-Fi. J'ai eu la chance d'être en première dans ce TGV. Le plus grand des hasards, il est absolument fantastique, cette première. Franchement, c'est trop bien. Moi, je bosse dans le TGV, je bosse super bien. Et donc, c'est pas du tout une perte de temps, quoi. Non, je suis d'accord. C'est comme quelqu'un qui bosse un peu en banlieue de Paris, qui se tape les embouteillages. En plus confortable. Tu peux bosser, ouais. Non, c'est fantastique. D'accord. Et debout matin très tôt, tu lis, tu as des secrets d'orgas, de choses. Alors jusqu'à ce que Gaspard arrive encore, je me levais tôt le matin. Enfin, je me levais à 7h, 7h15. Ouais, depuis 2 ans, enfin pas hyper tôt. Tôt par rapport à l'heure à laquelle j'arrive au taf, parce que chez nous on commence à 10h. Sur Génération Do It Yourself, c'est tard. Tu vois, ici il y a des écrivains qui viennent, ils se lèvent tôt, c'est 4 heures. Ouais, non, alors ça, non, j'en suis pas encore là. Mais non, j'ai un peu un rituel le matin, j'aime bien lire et faire du sport. D'accord. Et tous les jours? Ouais, tous les jours de semaine. Ok. Mais voilà, encore une fois, je le fais un peu moins là depuis 1 mois. Et même, j'avoue que la fin de la grossesse de ma femme, je le faisais un peu moins. Donc il faut que je reprenne. Alors j'ai du mal à lire autre chose que des bios d'entrepreneurs. Je suis très monomaniaque. Donc là, je lis celle de Bezos en ce moment. Ah, très bien. Laquelle? Alors il y en a plein. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup. C'est pas une auto-bio, c'est une bio de, je sais plus l'auteur, mais elle s'appelle The Everything Store. D'accord. Et j'en suis vraiment au début, mais c'est assez fascinant.
de voir que en 94, ça part quand même comme un boulet de canon Amazon. Enfin, moi, je pensais que, tu vois, j'avais un peu ce mythe de la boîte qui a perdu de l'argent pendant longtemps. C'est vrai, mais du coup, je pensais que c'était une boîte qui avait un peu galéré à ses débuts. Non, la première semaine de l'ouverture d'Amazon, ils font $12 000 de chiffre d'affaires. T'es en 94. Ouais. Enfin, c'est lunaire en fait. Ouais. C'est vraiment, c'est parti comme un boulet de canon, quoi. Un type incroyable. Ouais. Et pour l'instant, ça te plaît? Je mettrai le lien dans le. Je mettrai le lien dans le description. De toute façon, je vais dire, je sais que ça va me plaire. Genre, d'accord. Il y a pas de. Et si t'en as deux à me citer de bio. Branson évidemment. Ouais. Delivering Happiness, donc je le mettrai, ouais. Delivering Happiness, non, ça c'est Tony Hsieh, ça. T'as raison, exactement. Je me trouve Losing My Virginity. Losing My Virginity. Ouais, non, je pense qu'il faut toutes les bios de Branson, elles sont à lire. Je sais plus s'il y en a 2, 3, 4, mais franchement, je trouve qu'elles sont toutes assez ouf. Elon Musk, vraiment dingue aussi. D'accord. Jobs est bien aussi. Enfin voilà, les classiques, j'en ai pas de. Je dois en avoir. Ah si, celle de Schwarzenegger qui est du coup un peu plus originale. Elle est vraiment bien, celle de Schwarzy. Ok, je la trouverai ou tu me la donneras. Ouais. Tu sais il fait partie des gens qui m'ont fait kiffer les podcasts longs. Schwarzy. Ah c'est bon que sur un épisode du Tim Ferriss Show, ouais. En fait c'est un double épisode, je crois que ça doit être 2 fois 1h30 ou 2 fois 2 heures. Enfin c'est long, hein, tu vois, long. Ouais. Et bien je l'ai dévoré. Ouais. Et je me suis dit, attends, en fait ce truc c'est juste fantastique, il faut qu'on prenne le temps, tu vois. J'avoue que j'ai jamais trouvé un podcast trop long pour le moment. Tu vois, un des plus longs en one shot que j'ai écouté, donc pas 2 fois un épisode, c'est avec Nick Corconas, j'en ai peut-être déjà parlé, mais justement aussi un Tim Ferriss, qui dure 186 minutes. Okay. Le mec, il a monté Alinea, une chaîne de restaurants, enfin incroyable. Il fait du yield management sur son restaurant. C'est-à-dire que si tu vas dîner chez lui le mardi soir, c'est moins cher. C'est moins cher que le samedi soir, tu vois. Enfin, le mardi 17h, c'est 4 fois moins cher. Bref, et à écouter absolument. Alinea, les restaurants, Nick Coconas. Et voilà, bref, le long, mais tu vois, c'est des gens qui théorisent sur beaucoup de choses. Ouais. Nous, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais bientôt te laisser. En 2-3 petites questions, au-delà de ces bouquins et de cet organe. Quel sport d'ailleurs? Je fais du foot, mais j'ai du mal à en faire en fait. Le matin. Ah non, le matin, je fais soit je cours, soit je fais des exos chez moi. D'accord. Ouais. Abdos-pompe. Ouais, abdos-pompe, ce genre de trucs. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi ta pire nuit d'entrepreneur? Ta pire nuit blanche d'entrepreneur? Franchement, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Ouais, en tout cas, j'ai pas un moment marquant de bad ultime où je me dis c'est l'enfer. J'ai toujours kiffé ce que je faisais, même entre quand ça marchait. Entre les deux boîtes, sur ces changements de trucs, y a pas des moments où tu dormais pas? J'ai des moments de stress où je dors moins bien, mais figure-toi que pour l'instant, les plus gros moments de stress que j'ai eu, c'était au moment où ma boîte marchait le mieux. Donc c'est assez bizarre. C'est génial. C'est génial. J'ai eu un Philippe Gabillier, je sais pas si tu l'écoutais, sur la chance, un super épisode. C'est un des plus gros pour l'instant. Voilà, là au moment où on se parle, je viens de lancer Marc Simoncini, qui a un très bon épisode aussi en termes en tout cas de nombre d'écoutes. Ouais. Mais il dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un optimiste aux commandes et un pessimiste dans la soute. Et je trouve ça assez intéressant comme approche. Ouais, mais du coup, quand ça marche très bien, si t'es un pessimiste dans la soute, c'est pas forcément... Ça peut être du stress aussi, parce qu'il y a ce côté de se dire attends, ça marche très bien, mais il y a quand même du coup des choses à... Il y a des effets de bord quand un truc marche très fort. Tu vois, quand tu vends beaucoup. Ouais, et puis forcément, mécaniquement, tu dis putain... je peux faire un truc vraiment cool. Ouais. C'est quoi la suite? Et là, du coup, je me dis, en fait, je sais que je peux faire un truc super cool. Donc, si c'est pas super cool ce que je fais, c'est que j'aurais mal bossé. Tu vois ce que je veux dire? Je me mets une espèce de pression comme ça, de me dire, en fait, là, t'as une chance. Tu vois, la chance dont on parlait timing, je l'ai eu. Je l'ai pas eu sur ma première boîte. Là, je l'ai eu. Elle arrivera peut-être pas 100 fois dans ma vie. Même si pour le coup, je suis plutôt optimiste et je pense que je monterai d'autres boîtes et j'espère qu'il y en aura d'autres qui marcheront bien. Mais j'ai pas envie de me louper quoi non plus. Voilà. Et la toute dernière question, si tu avais la chance de pouvoir croiser William à la sortie de ton école de commerce, avant ton association, qu'est-ce que tu te dirais derrière la tête là, si tu avais une petite phrase à glisser à toi-même? Alors encore une fois, comme j'ai l'impression que même si mon chemin a été un petit peu, j'ai galéré au début et tout, j'ai tellement pris du plaisir de A à Z. Et ma jeune carrière d'entrepreneur me paraît extrêmement cohérente avec qui je suis.
Donc je sais pas si j'aurais fait les choses différemment. Tu vois, je me dis que si ma première boîte avait cartonné tout de suite, jeune, je sais pas si ça aurait été très bon pour moi et mon ego et tout. Tu vois. Donc en fait, je suis assez content de la manière dont ça s'est passé. Donc je changerais pas grand chose. Du coup, j'aurais peur de l'influencer trop. Tu vois, parce que je trouve que le parcours me va bien, quoi. Mais qu'est-ce que je lui dirais ? Non, je lui dirais qu'en tout cas, il a eu raison de savoir, enfin de sentir que c'était fait pour lui, quoi. D'accord. Bah écoute William, je te remercie, je te rassure, ton ego en tout cas il va encore toujours bien, je suis ravi moi de t'avoir eu, on a eu un bon échange en amont et là je te remercie particulièrement de toute la transparence dont tu as fait part sur cet épisode et des coûts d'achat de ton chiffre d'affaires, de choses comme ça, parce que c'est aussi là-dessus qu'on apprend et je veux faire quelque chose de concret et du vrai apprentissage avec Génération Do It Yourself. Donc c'est juste super chouette. Tu me filerais un code promo pour mes auditeurs ou c'est impossible? Alors, on a absolument jamais fait ça. Bon, je vais négocier en off. Je vais trouver. On verra si tu y arrives. Il va falloir que tu sois bon sur les arguments. Je l'ai eu chez Bergamote. C'est vrai. Ouais. Okay. Et un petit 15%, mais il dure que 3 mois si tu tapes Do It. Alors, tu peux pas faire ça, faire moins bien. Attends, c'est un canal d'acquisition comme un autre. C'est vrai. On va y songer. Voilà. Au lieu de donner à Facebook, tu le rends à mes auditeurs. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Il peut pas dire non maintenant. Je l'ai collé. L'argument est pas mal. Voilà. Mais je te remercie. À tous ceux qui ont écouté jusque-là, je vous remercie de noter ce podcast sur iTunes principalement, de le partager à tous vos amis qui sont dans la mode, pas dans la mode, dans le e-commerce, dans plein de choses, qui ont besoin de voilà, et puis de m'envoyer des messages de haine si vous détestez ce podcast, mais normalement vous êtes plus là si vous me détestez, donc c'est bien, je peux le dire, et puis des messages d'amour, vous pouvez aussi, ça fait toujours plaisir, mais non voilà, je remercie vraiment je le dis du fond du cœur, tous ceux qui m'envoient des messages sympas, je réponds presque à tous, de temps en temps ça passe à la trappe, mais j'ai cette chance incroyable de recevoir beaucoup de messages d'encouragement et ça me fait quelque chose et ça m'aide au quotidien à me dire que je veux continuer. Voilà. Je peux dire un dernier mot très rapide, juste pour dire qu'on recrute en content manager et on galère. C'est ouf. On n'a jamais autant galéré de notre vie. Ça fait plusieurs mois qu'on cherche. D'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui aime la mode, fait des bonnes blagues et a envie de rejoindre une startup cool, qui nous envoie son CV parce que voilà. On trouve sur, il y a une page. Sur Welcome to the Jungle, il y a le post avec toute la description. Et voilà, mais vraiment, il faut avoir envie de raconter des histoires, avoir du goût, aimer les belles choses et faire des bonnes blagues. Et ça suffit. Et avoir envie de rejoindre une belle boîte. Et puis, je suis sûr que si vous écoutez ce podcast dans 2 ans, vous recrutez aussi plein d'autres personnes. Donc, suivez bien, allez sur asphalt-paris.com. Et puis vous verrez que je suis sûr qu'il y aura encore plein d'autres choses. Donc, top. Merci, William. Merci à toi. À plus. À plus tard. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.